Bonsoir à tous, bonsoir Facebook, bonsoir Mumble. Bonsoir, bonsoir. Comment vas-tu? Tout va bien, tout va bien. Et de votre côté? Bah moi ça va. On ouvre les micros. Charlie, tu as pas de micro? Ah, il s'est pas démis. Bon bah j'espère que j'aurai pas de problème ce soir. Bah écoute, suite à nos essais, ça ne devrait pas. Je sais pas ce qui s'était passé. C'est Facebook, ils font des changements. Moi j'ai eu quelques blagues. J'ai eu quelques blagues cette semaine sur des commentaires, des trucs bizarres, donc des fois ça bug. On va faire avec. Et après, il va falloir que je te dise ce qu'il en est après que j'ai apporté mon matériel chez Apple. Oui. De toute façon, ce soir, ça va. Après, tu veux dire après, c'est l'émission ou après plus un autre jour? Un autre jour. Ouais. Et c'est quoi ton problème? C'est un clavier sur un portable? Alors Apple, en fait, les produits Mac d'Apple, les derniers sortis, ceux à partir de 2016, ont des claviers papillons qui en fait à l'usure fonctionnent mal, doublent les touches, etc. Et je pense que c'est pas une vis de fabrication, mais ils n'ont pas pensé à ça en fait. Et du coup, quand on finit par avoir ces problèmes-là, et ça coûte très très cher, en cas de réparation, c'est 700 €. Et j'ai bien peur que j'en fasse partie. Je viens de lancer une recherche, il y a des recours collectifs contre Apple sur ce problème-là. J'en ai fait partie. De plaintes. Alors c'est quoi, c'est un clavier papillon? C'est un système. Le clavier, je sais pas trop en dessous comment c'est, mais comme ils ont affiné leur dernier matériel, il a fallu des claviers très très fins. Et donc je suppose que qu'il y a comment dire, que le contact se fasse. J'ai vu. En fait, c'est que l'interrupteur est articulé par le milieu, et donc ça fait la charnière, au lieu qu'elle soit sur un bord, elle est sur le milieu, et ça fait un petit papillon. D'accord. En fait, c'est le contacteur qui est sous chaque touche qui a une forme de papillon. Oui, c'est le mécanisme. Mais il n'est pas optimum. Le problème, c'est qu'il bug. Il rebondit, c'est ça? Il double les touches? Alors il double les touches, il perd en sensibilité, donc je tape comme une malade parfois, et bon, même si, comment dire, parce qu'il y a un système de, comment dire,
Il y a des préférences système pour utiliser le clavier, mais bon, si ça marche pas, c'est que c'est vraiment un problème du clavier, quoi. Et c'est plus sous garantie. C'est garanti 2 ans constructeur, voilà, mais 1 an pour vraiment tout. Alors je sais pas ce qu'il en est. Ah, alors, je vais t'apprendre quelque chose. Là, l'Europe a fait une chose bien. Tout est garanti 2 ans. Donc, si c'est moins de 2 ans, c'est l'Europe qui le garantit. Tu as 1 an constructeur et 1 an obligatoire par l'Union européenne. Donc, tout ce que tu achètes est garanti 2 ans. Ouais, je disais 2 ans constructeur, je crois que c'est ça. Alors, donc du coup, jusqu'à novembre 2018, je suis couverte. Ah bah, ils doivent te le changer, alors. Et si tu le rapportes et qu'ils te font des blagues, tu dis, écoutez, Union européenne, je peux trouver la référence. Ça coupe, Ouais, c'est moi, j'ai 2 claviers, donc mes mains volent pas assez vite. Oui, j'ai compris, t'inquiète pas. L'inconvénient, c'est que s'ils changent le clavier et que c'est le même problème qui revient 1 an après, parce qu'en fait, je pense que ils n'ont pas pensé à ça, en fait. Hein. Ah, mais ce qu'on te donne neuf est encore garanti. Hein. La garantie court à partir du moment où on te le donne, s'il est neuf. Ouais, bon, il est neuf pendant 1 an, quoi. 2 ans. La Ah, garantie. 2 ans encore 2 ans encore à partir de... Oui, c'est une règle générale de l'Union européenne. Tout est garanti 2 ans maintenant. Bon, on peut se satisfaire de ça. Enfin, si c'est vraiment... Il faut que tu l'aies acheté dans l'UE. Si tu l'as acheté à l'étranger, non. Ah oui, non, je l'ai acheté dans l'UE, il n'y a pas de souci. Et puis d'ailleurs, je l'ai acheté en France, hein, mais bon. Voilà. Donc je t'en dirai plus par la suite. Ouais, il y a un petit peu de monde là ce soir, on dirait, qui s'est connecté, non? Bah, écoute, ça vient. J'ai vu que tu nous avais concocté un beau programme. Oui, mais relativement court, hein, puisque l'histoire italienne a quand même étouffé tout le reste. Et même les travaux de la Commission européenne ont été extrêmement légers cette semaine. Il y a très peu de choses, parce qu'en fait, ils étaient dans les grandes orientations de politique économique, et ça, c'est pareil, il n'y a quasiment rien. Hein. Donc, sur tous les serveurs qui font le bilan des travaux, il y a eu quasiment rien cette semaine. Ouais, et tu sais que au ministère, enfin chez nous, on a des indicateurs spécifiques pour savoir si on remplit bien les objectifs découpés. C'est croustillant. Ah ben, il faudrait que tu nous fasses un compte rendu un de ces jours. Ouais, je pense que j'ai peut-être pas la même, comment dire, carrure que toi pour pouvoir présenter les choses. Mais si à l'occasion je peux te donner des infos, il n'y a pas de souci. Je te laisserai faire. Ok. Il y a d'ailleurs une étude assez intéressante sur la Chine et on en a peut-être un peu parlé, mais qui nous a qui s'est progressivement accaparé nos technologies. Hein, c'est un fait. Et une étude donc de la DGT qui va en ce sens et qui précise que maintenant la Chine est en train de s'équiper, d'avoir de la haute technologie sur divers domaines. Et de refuser petit à petit, comment dire, des échanges commerciaux avec les États-Unis, voilà, pas de fermer ses frontières, mais en tout cas de conserver, de s'équiper et de devenir leader dans différents domaines, que ce soit même l'Internet, les communications, enfin plein de choses. Et c'est assez intéressant. Mais de toute façon, la Chine, ça fait des années que... Enfin, les gens spécialistes, en tout cas dans certains domaines techniques, le savent depuis longtemps. Maintenant, ça se trouve dans le grand public, mais la Chine est en train de prendre le dessus sur Apple et Samsung pour les téléphones. Ils ont des téléphones de meilleure qualité, de qualité équivalente, voire meilleure, moins cher, 2 fois moins cher. Tout ce qui est équipement interne, Internet, c'est eux les meilleurs. Les tablettes, ils deviennent très forts, les tablettes informatiques. Tout ce qui est fusée, ils sont forts. Les avions, ils deviennent très forts. Les armes, ils progressent très vite. Enfin, non, ils vont aller très haut. Hein. Moi, je dis toujours, un pays, c'est une pyramide. Hein. C'est-à-dire, plus la base est large, plus elle monte haut. Et la Chine, c'est la pyramide, c'est le pays qui a la pyramide la plus large à la base. Hein.
vu sa population, et donc c'est elle qui montera le plus haut. Et en plus, c'est une population qui a faim au sens connaissance et technique, et économique bien sûr, alors que les États-Unis sont en décadence, quoi. Donc non, ils vont nous impressionner dans les prochains temps, et ils vont prendre le leadership, j'en suis quasiment persuadé, avec une probabilité extrêmement élevée. Il n'y a pas que ça, il y a le fait qu'ils ont énormément de métaux rares et que de ce fait, ils sont en train de prendre le dessus sur la production. Alors au départ, ils étaient l'usine mondiale, entre guillemets, mais aujourd'hui, en ayant petit à petit absorbé les technologies, ils ont capté l'ensemble des industries mondiales en évitant bien sûr ils font pas comme nous, hein, c'est-à-dire qu'eux préfèrent des jointures avec un capital à 51% minimum chinois, et du coup, là, ils sont en train de baisser en fait le ratio, de mettre à 20% et de fermer petit à petit l'entrée des firmes étrangères pour produire sur leur sol. Donc c'est assez grave. Grave, c'est pas le terme qu'il faut. Non, c'est un développement économique. C'est pas grave dans le sens historique du terme, c'est grave pour nous au sens économique, mais au sens historique, ça a toujours été comme ça. Je veux dire, la capitale du monde s'est déplacée d'endroit en endroit de cette façon-là. Hein. Ça a été Venise, ça a été la Hollande, ça a été Londres, ça a été un petit peu Paris, très très peu, mais ça a été Londres, après ça a été les États-Unis, et puis ça sera la Chine, et puis dans 100 ans, ça sera je sais pas quoi. C'est une évolution normale, c'est une évolution tout à fait normale. Alors, ils n'ont pas beaucoup de... C'est pas qu'ils ont des métaux rares, hein, ils ont des terres rares. Mais les terres rares, contrairement à ce qu'on pense, elles ne sont pas rares. C'est-à-dire le nom a été mal choisi, les terres rares ne sont pas rares, mais par contre, ils ont des gros gisements. Mais il y en a aussi en Afrique, en Amérique du Sud, voilà. Donc, par contre, ils ont effectivement des gros gisements de terres rares, qui ne sont pas rares. Donc, pour beaucoup... et pour certains métaux rares, par contre, certains métaux rares, effectivement, ils sont leaders, notamment tout ce qui permet de faire des aimants de très haute qualité. Mais voilà, donc tous les aimants de haute qualité, ils ont prévu il y a déjà quelques années d'avoir des quotas d'exportation, et donc ça veut dire qu'on est obligé d'acheter les aimants chez eux, que ce soit pour les moteurs électriques, donc tous les véhicules électriques, les éoliennes et ainsi de suite. Donc ça, c'est un risque commercial et économique. Mais c'est le juste retour des choses, je dirais, c'est la juste évolution des choses. Oui, terres rares, effectivement, ça prend l'ensemble des métaux, que ce soit les métaux, les minerais rares, c'est bien que les minerais à plus grosse quantité, mais le fait est qu'ils ont une grosse proportion en fait de minerais concentrés chez eux, et ce qui fait leur avantage concurrentiel, ou en tout cas leur avantage de production vis-à-vis des autres pays qui sont obligés d'importer ces métaux. Nous, malheureusement, on n'a plus de grands fabricants de téléphones, tout simplement parce que voilà. Oui, mais en contrepartie, ils sont obligés d'importer du lait, ils sont obligés d'importer des œufs, ils sont obligés d'importer du cochon, ils sont obligés d'importer du blé, d'un autre côté, ils n'ont pas développé un certain nombre de choses, qu'ils sont obligés d'aller, ils achètent des terres en Afrique pour pouvoir cultiver et exporter les produits en Chine. C'est très très déséquilibré, hein. Puisqu'ils sont dépendants de l'extérieur pour leur nourriture, pour beaucoup de leur nourriture. Donc tout ça, ça va s'équilibrer. Alors, c'est peut-être pas à notre échelle, hein, de l'échelle de notre vie, c'est peut-être à l'échelle à une échelle avec des durées un peu plus élevées, mais c'était prévisible il y a 35 ou 40 ans, hein. Mais les gens ne se sont pas méfiés. Je pense qu'on s'est un peu laissé faire, voilà, parce que même en aéronautique, ils sont devenus, ils sont devenus bons entre guillemets. Hein, alors effectivement, ils ont besoin de terre pour nourrir, à condition qu'ils ne changent pas radicalement leur régime alimentaire, parce qu'à la base, pas un pays qui buvait du lait, par exemple, manger du fromage ou manger des hamburgers, mais effectivement, à condition qu'ils ne radicalisent pas le changement de leur régime alimentaire, ils vont peut-être pas avoir trop de désavantages en ce sens. Ouais, on verra. Bon, est-ce qu'on démarre? On y va? Allez. Alors bonsoir, bienvenue à tous en ce jeudi 24 mai 2018 pour la 107e édition de cette émission interactive. Je suis Yannick Hervé de l'association Les Clés de l'Europe et j'anime cet exposé débat tous les jeudis soirs. Merci à Isabelle qui va m'assister pour recueillir les questions et distribuer la parole. Je rappelle que le flux audio est disponible sur Mumble qui permet une interaction
grâce au micro de chacun. La vidéo qui encapsule les interventions Mumble est retransmise sur Facebook. N'hésitez pas d'ailleurs à la partager. Sur Facebook, vous pouvez poser des questions ou faire des remarques dans les commentaires qui sont repris par l'animateur. La vidéo est enregistrée et permet de fabriquer une archive qui est stockée sur YouTube juste après. Donc il peut être retrouvé. Alors ce soir, c'est une émission un peu courte, riche mais courte, parce que l'histoire italienne a occupé tous les esprits, et du côté, je dirais, politique, et du côté administratif de la Commission européenne, les grandes orientations de politique économique avec tous les avis sont parus entre hier soir et ce matin, et donc il n'y a quasiment pas eu de travaux de la Commission européenne. D'habitude, sur une semaine, il y a entre 30 et 40 communiqués de presse. Là, il y en a eu 3 ou 4 en une semaine, et donc sur les 3 ou 4, il y en avait 2 qui étaient pour les grandes orientations de politique économique. Donc on va commencer par les grandes orientations de politique économique 2018-2019, première lecture, parce que je les ai eues que ce matin, en anglais. Je vais vous parler du gouvernement italien. Dans les indices du bordel ambiant, on parlera de la Pologne et de l'euro, et d'un vent nouveau en Allemagne. Je ferai une citation, je vous parlerai du journal Ipso Facto Europa. Alors, les GOPÉ 2018-2019, donc ça s'appelle les grandes orientations de politique économique. Ce sont les conseils économiques que la Commission européenne donne au gouvernement des États membres de la zone euro. Alors, certains nous disent, les hommes politiques français, que la Commission européenne n'impose rien, que la France fait ce qu'elle veut, ainsi de suite. Bon, on va examiner ça. Alors, ce document est actuellement en anglais, il vient de sortir, et je n'en ai fait qu'une lecture superficielle, et je reviendrai dessus la semaine prochaine, quand je l'aurai lu en anglais de façon plus détaillée, ou qu'il y aura la version française, bon, je passerai un peu plus de temps dessus. Là, j'y ai passé juste le fait de survoler les grands points. Alors, d'abord, un rappel. Donc, les grandes orientations politiques économiques sont définies par l'article 121 du TFUE. Donc, l'article 121, je l'ai simplifié, j'ai gardé que les choses qui nous intéressaient ce soir. Donc, paragraphe 1, les États membres considèrent leur politique économique comme une question d'intérêt commun et les coordonnent au sein du Conseil, conformément à l'article 120. Paragraphe 2, le Conseil, sur recommandation de la Commission, élabore un projet pour les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de l'Union. Paragraphe 3, afin d'assurer une coordination plus étroite des politiques économiques, le Conseil, sur la base des rapports présentés par la Commission, surveille l'évolution économique dans chacun des États membres et dans l'Union, ainsi que la conformité des politiques économiques avec les grandes orientations visées au paragraphe 2, et procède régulièrement à une évaluation d'ensemble. Paragraphe 4, lorsqu'il est constaté dans le cadre de la procédure visée au paragraphe 3 que les politiques économiques d'un État membre ne sont pas conformes aux grandes orientations visées au paragraphe 2, ou qu'elles risquent de compromettre le bon fonctionnement de l'Union économique et monétaire, la Commission peut adresser un avertissement à l'État membre concerné. Donc c'est un peu comme une poupée russe. Premièrement, on dit que les politiques économiques sont une question d'intérêt commun. Après, je vous expliquerai ce que ça implique avec l'article 4, si je me rappelle bien. Donc c'est l'intérêt commun. Deuxièmement, le Conseil rédige des grandes orientations, donc des conseils aux États membres. 3. La Commission européenne, sur la base des rapports présentés, surveille l'évolution économique dans chaque État et vérifie si les conseils ont été appliqués. Et 4, si les conseils ne sont pas appliqués, il peut y avoir un avertissement. Or, vous savez ce que veut dire un avertissement en Union européenne, c'est une punition. C'est-à-dire, si on a un avertissement et après on peut avoir une sanction, ça veut dire qu'on paye des amendes qui se comptent en milliards à l'Union européenne. Donc, quand on nous dit que les grandes orientations de politique économique ne sont pas obligatoires, c'est un mensonge parce que c'est écrit directement dans l'article 121. D'autant plus que dans l'article 4.3, c'est ce qui est dit, la solidarité, quand on dit que dans le paragraphe 1 de l'article 121, que c'est une question d'intérêt commun, ça c'est défini à l'article 4, dans le paragraphe 3. En vertu du principe de coopération loyale, l'Union et les États membres se respectent et s'assistent mutuellement dans l'accomplissement des missions découlant des traités. Les États membres prennent toute mesure générale ou particulière propre à assurer l'exécution des obligations découlant des traités ou résultant des actes des institutions de l'Union. Et surtout, dernière partie du paragraphe 3, les États membres facilitent l'accomplissement par l'Union de sa mission et s'abstiennent de toute mesure susceptible de mettre en péril la réalisation des objectifs de l'Union. Donc d'un côté, on a les GOPÉ qui sont les objectifs de l'Union, et chaque État s'engage à ne pas prendre de mesures pour mettre en péril ces objectifs. Donc ça veut dire qu'il faut mettre en œuvre les GOPÉ, tout simplement. Donc quoi qu'on nous dise, les hommes politiques nous disent que l'Union européenne n'impose rien, c'est faux. L'Union européenne impose, c'est écrit en toutes lettres dans le traité européen, c'est écrit en toutes lettres que les grandes orientations politiques économiques, il faut les appliquer, sinon il y a des sanctions. Donc voilà. Alors, quelles sont les grandes lignes? Parce que je vous l'ai dit, j'ai fait une lecture superficielle des GOPÉ 2018-2019. Alors, l'Union européenne, la Commission européenne, plus le Conseil, ainsi de suite, demande la baisse des dépenses publiques, donc la poursuite de la baisse des dépenses sociales.
commentaire, donc en fait les aides, le chômage, les retraites. Et c'est bien ce qui est en train d'être préparé par Bercy, on en a entendu parler cette semaine, que l'idée c'est de revoir à la baisse toutes les aides sociales, de revoir les retraites, de baisser le chômage, la durée et le montant, toutes les allocations, et même l'allocation adulte handicapé. Donc c'est bien l'Union européenne, la Commission européenne, et c'est pas la première année, la baisse des dépenses publiques et donc la poursuite de la baisse des dépenses sociales. Deuxièmement, la dénonciation de l'existence de 37 régimes de retraite en France et l'harmonisation des régimes de retraite vers le moins 10 ans. Donc en fait, ça prévu la classe planifiée de tous les régimes spéciaux, même ceux qui sont bénéficiaires. Donc faut pas se leurrer, si la SNCF est attaquée, c'est aussi pour ça, c'est pour casser son régime spécial de retraite. D'ailleurs, ils veulent casser aussi le régime spécial des policiers, puisque cette semaine, les policiers ont fait des opérations escargots, notamment à Lyon et à Paris, sur le périphérique, parce qu'on veut casser leur régime spécial. Il y a une remise en cause du SMIC. En fait, ils veulent plus d'indexation et une éventuelle régionalisation. Donc, ils veulent que le SMIC ne soit plus indexé sur l'inflation pour en fait faire baisser le SMIC en relatif. Donc, effectivement, en nominal, le SMIC ne baissera pas, mais si le SMIC progresse moins vite que l'inflation, ça vient dire qu'il baisse. Donc, voilà. Et surtout, une éventuelle régionalisation. C'est-à-dire que ces gens-là disent que le SMIC de Paris n'a pas à être le même que le SMIC de Lyon ou de la Creuse. Ils veulent le démantèlement des professions réglementées, en particulier dans les services. En fait, ils veulent casser les corporatismes et introduire la concurrence. Alors, pour ceux qui étaient la semaine dernière, je vous avais lu un document de 1996 de l'OCDE, le numéro 13 de la revue de l'OCDE de 1996, qui disait exactement ça. C'est-à-dire qu'il faut casser les corporatismes pour introduire de la concurrence et justement faire baisser tous les salaires. Ils veulent la poursuite de la destruction du code du travail, ils veulent la baisse de l'impôt sur les sociétés et des cotisations sociales, donc toujours faire fonctionner mieux les entreprises et donc faire gagner plus d'argent aux entreprises. L'objectif derrière, c'est de dire si les entreprises fonctionnent mieux, tout le monde y gagne. Alors on sait bien que si les entreprises fonctionnent mieux, ce sont les actionnaires qui gagnent. La France, cette année, a été la championne du monde de l'enrichissement des actionnaires. Championne du monde. Alors qu'on a un des pays qui fonctionne le moins bien d'un point de vue économique, c'est en France que les actionnaires ont gagné le plus d'argent. Ils veulent l'accroissement de la concurrence dans le secteur des services, sous-entendu l'ubérisation de la société française et la privatisation rampante des services publics, accroissement de la concurrence dans le secteur des services, d'accord, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Les services, c'est la poste, c'est l'hôpital, c'est l'enseignement, et ainsi de suite. Ils veulent une réforme éducative et de la formation, et en fait l'objectif est de les adapter aux besoins des entreprises, et les filières purement universitaires, donc sans débouchés professionnels, devraient mourir petit à petit. C'est écrit qu'en fait, que les gens qui vont à l'université et pour lesquels il n'y a pas d'embauche après, en fait, ces filières devraient disparaître petit à petit. Et c'est encore ce que je vous ai lu la semaine dernière dans le rapport de l'OCDE, qui prévoyait déjà tout ça, qui disait qu'en fait, tout ça, ça ne sert à rien. Ce qu'il fallait, c'est des gens qui soient formés pour l'entreprise. Donc, on ne fait plus de l'éducation ou de la culture, on fait de la formation au travail. Donc, on développe l'employabilité, comme ils disent. Donc, en fait, le rouleau compresseur de l'Union européenne avance petit à petit vers ses objectifs de grands marchés unifiés et inhumains au service excusez-moi, de l'économie. Donc voilà, donc ça, si je relirai en détail ça pour la semaine prochaine et je vous ferai un petit topo avec une analyse un peu plus profonde, éventuellement avec la mise en relation avec ce qu'on voit en France, ce qui est prévu en France, ce qu'on a vu en France et le reste de l'environnement. Est-ce qu'il y a des gens qui veulent réagir déjà là-dessus ? Isabelle ? Pour l'instant, je ne vois pas vraiment d'informations de demandes à ce sujet. Voilà, non, pas pour l'instant. Alors, on va continuer, je vais vous parler du gouvernement italien. Alors, vous avez dû lire, parce qu'on a entendu parler, que la Ligue et le mouvement 5 étoiles discutaient depuis un certain temps, on en a parlé la semaine dernière, et en fait, l'annonce de l'accord définitif a été annoncée le vendredi 18 mai au soir, donc le lendemain de notre rencontre la semaine dernière. Or, c'est un accord qui est sur 22 points et 40 pages, et suite à la signature de l'accord, les deux parties ont demandé un délai supplémentaire pour se mettre d'accord pour choisir un candidat Premier ministre. Donc en fait, ils auraient pu le faire le vendredi au soir, ils ont demandé un délai, l'idée étant de présenter le candidat le lundi matin. Or lundi c'était férié, l'Italie étant un pays catholique, je pense que c'était férié aussi. Alors le contenu de l'accord, je vous donne les grandes lignes. Alors c'est un accord qui est orienté relance économique et fin de l'austérité, et surtout fin de l'austérité imposée par l'Union européenne. Alors il prévoit de diminuer les impôts et d'augmenter les aides sociales et de relancer l'investissement. Ils veulent diminuer les impôts sur les sociétés avec 2 tranches à 15 et 20%,
Ils veulent un revenu universel de 780 €. Alors, j'ai mis entre parenthèses pendant 2 ans, parce qu'il y a des documents où j'ai lu que c'était pendant 2 ans, et d'autres où c'est pas noté. Bon, alors revenu universel, est-ce que ça remplacerait tout ce qui est chômage, allocation et tout ça pendant une période courte ou pendant une période indéterminée? Je ne peux pas vous le dire, j'ai pas les précisions. Ils ont la volonté de faire assouplir les règles de Maastricht, et ils veulent que sortir les investissements du calcul du déficit et de la dette. Donc en fait, ils voudraient que si l'État investit, donc non pas dans son fonctionnement investi, alors investi avec des règles à définir, bah ça ne soit pas compté dans le déficit et la dette. Ils demandent, contrairement aux rumeurs qui avaient été lancées de demande d'annulation de 250 milliards de dettes, ils demandent de ne pas prendre en compte la part de la dette détenue par la BCE, qui représente 250 milliards d'euros, à peu près 17% de leur dette, dans les calculs de stabilité du TSCG. Donc en fait, ils voudraient que ça soit sorti, donc ça baisserait leur dette, leur ratio dette sur PIB d'autant. Ils veulent renforcer la légitimité démocratique des institutions européennes. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Renforcer la légitimité démocratique des institutions européennes. Alors, est-ce qu'ils veulent que le Parlement devienne législateur? Est-ce qu'ils veulent des commissaires élus? Enfin, je ne sais pas. En tout cas, je n'ai pas lu en détail. Ils veulent relancer Alitalia, qui est une compagnie aérienne qui a fait faillite. Et ils veulent faire un examen approfondi de la ligne ferroviaire Lyon-Turin. Donc c'est un gros risque de dérapage budgétaire, parce que dans leur baisser les impôts, augmenter les dépenses, quand on a un pays qui est déjà en déficit avec une grosse dette, s'il n'y a pas un redémarrage extrêmement rapide de l'économie, ben, globalement ça risque d'aller très très loin s'ils y arrivent dans les déficits. Alors, contrairement au premier rapport qui était paru, la fuite qui était parue dans le Huffington Post, aucun projet de sortie de l'euro ou de référendum sur la question ne figure dans l'accord. Donc pour l'instant, ils sont calmés de ce côté-là. Je pense que ça peut être une position stratégique qui fait que ils veulent qu'on les laisse se mettre en place avant de relancer ce projet-là. Je ne sais pas, mais on pourrait l'imaginer. Par contre, l'accord du gouvernement prévoit un mode de calcul de l'âge de départ à la retraite inédit. Donc il propose que l'âge de départ plus le nombre d'années de cotisation doit faire 100. C'est-à-dire que si on a 35 ans de cotisation, on part à 65 ans. Donc ça veut dire 65 plus 35 égale 100. Si on a 40 ans de cotisation, on part à 60 ans. Alors évidemment, il faut avoir commencé assez tôt. Et si on a 20 ans de cotisation, ben c'est un départ à 80 ans. Donc ça, c'est les grandes lignes. Il y aura certainement des exceptions pour les handicapés, les femmes ou qui ont élevé des enfants ou ainsi de suite. Mais l'idée, ça serait ça. C'est-à-dire qu'en fait, durée de cotisation plus âge de départ à la retraite égale. Donc c'est un peu faire la somme de carottes et de choux, mais enfin peu importe. Donc durée de cotisation plus l'âge de départ, ça fait 100. Donc voilà, c'est assez inédit, je trouvais ça assez intéressant. Alors j'ai pas étudié s'il y avait des choses perverses dans ce mécanisme dans les détails. Donc par exemple, effectivement, ça fait un âge de départ qui n'est pas constant, puisque ça dépend effectivement de cette somme. Donc l'accord prévoit d'interdire la nomination, alors chose qui a fait beaucoup de bruit, beaucoup plus de bruit que le reste, c'est que l'accord prévoit d'interdire la nomination de francs-maçons au gouvernement en Italie. Alors vous savez que la franc-maçonnerie en Italie a une très très mauvaise réputation. Ils ont des loges qui étaient liées au Vatican, qui étaient la mafia, il y a eu des meurtres, il y a eu des faux suicides, enfin, contrairement à chez nous, c'était beaucoup plus dur. Et il faut savoir que c'est déjà... par exemple, les juges en Italie ne peuvent pas appartenir à la franc-maçonnerie depuis déjà un certain nombre d'années. Donc ce n'est que d'aller un cran plus loin. Et c'était une demande des parlementaires. C'est-à-dire que ce sont les parlementaires qui ont fait cette demande-là, et non pas, c'est pas une lubie des patrons des partis, ce sont les parlementaires qui ont demandé ça. Alors tout de suite, on a appris que l'Union européenne pourrait attaquer cette mesure en justice, puisque c'est une mesure discriminatoire. Alors c'est un peu dommage, parce qu'au lieu de dire... d'interdire l'accès au gouvernement à des francs-maçons, ils auraient dû simplement dire interdire l'accès au gouvernement à des membres de sociétés secrètes, en général. On sait bien que la société secrète la plus importante, c'est la franc-maçonnerie, mais comme ça aurait été de façon générale, puisque les sociétés secrètes sont interdites, comme ça aurait été plus facile. Bon, on verra comment ça se passe. Alors, cet accord a été approuvé par les adhérents, donc en fait l'accord a été approuvé par les adhérents des deux parties par un vote, qui s'est terminé dimanche soir. Donc au moins, il y a un côté démocratique dans leur approche, puisqu'ils ont négocié, mais après, si les adhérents avaient dit non, ils l'auraient laissé tomber. Donc c'est quand même à noter, ça arrive, en France, ça arrive quand même extrêmement peu souvent, cette histoire-là. Donc au moins, on peut leur reconnaître ça. C'est bizarre, ce sont les partis qui sont qualifiés des moins démocratiques qui appliquent plus la démocratie.
Alors, normalement, le candidat Premier ministre aurait dû être convoqué lundi matin, ou au mieux mardi matin par le président de la République. Alors, je rappelle qu'en Italie, le président de la République, c'est lui qui donne le feu vert pour la nomination du président du Conseil, l'équivalent du Premier ministre, président du Conseil, et pour les ministres. C'est-à-dire que le président a un droit de veto sur le nom des ministres. C'est-à-dire on lui propose des noms de ministres et le président peut dire oui ou non. Donc, chose qui n'existe pas en France, parce qu'en France, on lui présente le gouvernement, même si c'est fait en sous-main, mais il n'y a pas de révocation officielle d'un nom ou d'un autre. C'est-à-dire que le Premier ministre est chargé de constituer un gouvernement et le président dit « Ok, c'est bon pour le gouvernement ». Donc là, c'est un peu différent, en sachant qu'à part ces droits-là, le président n'a quasiment aucun droit. Une fois que ça s'est fait, c'est le Premier ministre qui gère le pays, alors qu'en France, c'est essentiellement le président. Normalement, le président devrait présider et le Premier ministre devrait gérer le pays, mais en France, on est passé au-dessus de ça. Donc chez eux, c'est comme ça que ça se passe. Donc, le président qui aurait dû convoquer le candidat Premier ministre mardi matin ne l'a pas fait. Et en fait, il a préféré convoquer les présidents des deux chambres, qui sont membres de la Ligue et du Mouvement 5 étoiles, pour leur lire des articles de la Constitution, notamment sur le rôle et la responsabilité du Premier ministre. En fait, le président a peur que ce soit qu'une marionnette aux mains des partis. Il leur a bien fait comprendre que c'est au Premier ministre de chercher son gouvernement et de mettre en œuvre son programme, et non pas le programme de partis qu'il tiendrait dans ses mains comme une marionnette. Et il a aussi demandé que les engagements européens et que les alliances internationales soient respectés. Alors je pense qu'il a dû obtenir certaines garanties, et il a demandé un délai de réflexion supplémentaire, et donc en fait il n'a donné sa réponse que mercredi soir. Alors pendant ce temps-là, il y a eu un centre de pression de l'extérieur qui sont arrivés, depuis à peu près vendredi. Donc par exemple, selon le projet d'accord daté du 16 mai, il est prévu de demander à la zone euro d'aménager une marge de manœuvre pour la dépense publique en modifiant les règles de calcul de l'aide publique italienne. Et sur ce point, Eurostat a très vite... Eurostat, c'est un organisme exécutant de scribouillard. Eurostat a très vite annoncé qu'une telle mesure ne pourrait être mise en œuvre. La réponse est non, ainsi déclaré le porte-parole de l'Agence européenne de la statistique. C'est quand même bizarre que ce soit un scribouillard fonctionnaire qui réplique l'impossibilité d'un emménagement comptable. C'est comme si notre Premier ministre proposait une réforme et que ça soit le directeur de la Bibliothèque nationale qui dise non, on va pas pouvoir le faire. C'est hallucinant. C'est hallucinant qu'on laisse discuter ces gens-là au niveau européen. Un commissaire, ça serait déjà difficile, mais enfin, en tout cas, il faudrait que ça se fasse au niveau du Conseil européen et non pas au niveau d'Eurostat. C'est n'importe quoi. Alors, le ministre de l'économie Bruno Le Maire, notre ministre à nous, a prévenu dimanche que la stabilité de la zone euro serait menacée si le prochain gouvernement en Italie ne respecte pas les engagements du pays sur la dette et le déficit. Il a dit, si le nouveau gouvernement prenait le risque de ne pas respecter ses engagements sur la dette, le déficit, mais aussi l'assainissement des banques, c'est toute la stabilité financière de la zone euro qui serait menacée. Chacun doit comprendre en Italie que l'avenir de l'Italie est en Europe et nulle part ailleurs, et pour que cet avenir soit en Europe, il y a des règles à respecter. Les engagements qui ont été pris par l'Italie valent quel que soit le gouvernement. Je respecte la décision souveraine du peuple italien, mais il y a des engagements qui dépassent chacun de nous. Nous verrons quelles sont les décisions que prendront les responsables italiens. Je redis à quel point il est important de tenir ces engagements dans le long terme pour garantir notre stabilité commune. Ne pas respecter ces engagements, ça veut dire menacer les économies de tous les épargnants européens. Donc c'est quand même une attaque en règle contre un gouvernement qui n'est même pas nommé, un président du Conseil qui n'est même pas nommé, en disant en gros, vous n'avez pas le droit de changer quoi que ce soit, vous faites ce que l'Europe a décidé et ce qu'on a décidé pour vous. Évidemment, il y a une réponse. Le patron de la Ligue, Matteo Salvini, a jugé inacceptable les avertissements du ministre français. Un ministre français avertit le futur gouvernement, ne changez rien, il y aura des problèmes. Encore une invasion de terrain inacceptable. Je n'ai pas demandé les votes et la confiance pour continuer sur la route de la pauvreté, de la précarité et de l'immigration. Les Italiens d'abord. Que les Français s'occupent de la France et ne mettent pas leur nez dans les affaires des autres. Parlons plutôt de Vintimille et des migrants arrêtés à la frontière en provenance de l'Italie. Donc la réponse a été assez cinglante. Il y en a eu plusieurs comme ça durant le week-end et lundi. C'était assez cinglant. Autre déclaration, la Commission européenne ne se mêle pas par principe de la politique nationale. Donc ça veut dire qu'on va quand même s'en occuper. Mais pour nous, il est important que le nouveau gouvernement italien maintienne le cap et mène une politique budgétaire responsable, a déclaré le vice-président de la Commission européenne en charge de l'euro, Valdis Dombrovskis. Évidemment, tout ça a été fait alors que le Premier ministre n'était même pas nommé. Donc c'est vraiment de la déclaration pour la déclaration. Alors, évidemment, les marchés ont réagi.
On en avait déjà parlé la semaine dernière, et les intérêts sur les obligations et le spread ont continué à augmenter. Donc les intérêts sur les obligations, c'est les intérêts à payer sur des obligations, mais de second marché, hein, c'est pour l'instant pas les obligations qui sont émises par le gouvernement, et le spread augmenté. Je vous rappelle que le spread, c'est la différence de taux d'intérêt sur les 10 ans, là, souvent on part pour les obligations à échéance 10 ans, entre l'Allemagne et un autre pays, et donc le spread a encore augmenté. Alors ça augmente très très peu, hein, mais c'est quand même important, puisque normalement, avec la même monnaie, le spread devrait être de 0, puisque, voilà, mais le spread n'est pas 0, donc il y a bien une différence dans la monnaie qui est mesurée par ça, et pour sur les inquiétudes. Alors, il faut savoir que le marché peut très bien être manipulé par l'Union européenne, et on peut avoir des taux d'intérêt qui augmentent de façon artificielle, simplement pour mettre en difficulté un gouvernement. C'est ce qui avait été fait contre Berlusconi, où s'est arrangé pour que les taux montent de mémoire à 21%, pour qu'ils sautent très très vite. Et puis dès qu'il est parti, les taux sont descendus, donc comme quoi c'était pas du tout une tendance de fond. Évidemment, la presse française donne des qualificatifs scandaleux à tous les acteurs démocratiquement élus ou choisis. Par exemple, le Premier ministre, hein, il n'est pas élu, mais il est choisi démocratiquement. Et donc la presse française se donne à cœur joie. Il y a toujours dans les phrases, dans les titres, il y a toujours un petit qualificatif populiste, scandaleux, pas honorable, des choses comme ça. Et le CV du Premier ministre, candidat encore à ce moment-là, a déjà été attaqué pour le discréditer, comme quoi il n'aurait pas fait ce qu'il a dit, il n'a pas les diplômes qu'il dit, voilà, bon. Bon, c'est des choses assez classiques, et ça va continuer, et même en Italie, hein, les journaux italiens des partis qui ont perdu, hein, les journaux sont assez engagés en Italie, ont fait des choses assez dégueulasses ces 2 derniers jours, entre des remarques, disons, assez amusantes, ou sur une inquiétude, et puis des remarques carrément dégueulasses. C'était des titres qui étaient hier ou aujourd'hui dans la presse italienne. Donc le Premier ministre a quand même été nommé mercredi 23 mai à 17h30, hein, le président a nommé le Premier ministre. Alors ce monsieur s'appelle Giuseppe Conte. Ce monsieur, alors je vais vous faire un petit peu son CV raccourci, il a 54 ans, c'est un juriste, un avocat qui est prof d'université de droit privé à Rome et à Florence. Donc Rome c'est une université publique et à Florence une université privée. Il est hors parti, donc en fait ça veut dire pour les Italiens hors mafia politique et hors les coups de pouce ou les coups de piston, hein, qui sont très très courants là-bas. Donc ça veut dire qu'il n'a pas profité des réseaux mafieux, réellement mafieux ou mafieux des partis politiques. C'est un gars qui est plutôt de gauche, qui s'est découvert une passion pour les thèses du mouvement 5 étoiles il y a quelques temps. Et bizarrement, c'est un catholique pratiquant. Mais bon, c'est un Italien, hein. Faut savoir que les Italiens, c'est plutôt, voilà. Donc c'est un mec de gauche, assez à gauche, mais plutôt catholique pratiquant. Ça m'étonnera toujours, mais c'est comme ça. Donc c'est un gars qui a un parcours universitaire international, qui est multilingue, hein, contrairement à beaucoup d'Italiens, comme les Français, hein, je ne critique pas les Italiens, hein, mais lui il est multilingue, il parle 4 ou 5 langues. Il a publié plusieurs livres techniques, hein, dans son domaine, sur le droit privé des entreprises, ou le droit privé associé à l'État. Enfin j'avais les titres, c'est pas très intéressant. C'est un gars qui est membre du collège des arbitres financiers. Les arbitres financiers, ce sont des avocats privés qui vont régler des problèmes de contrat entre les entreprises ou entre les entreprises et les États. Il est membre du Conseil de la justice administrative, membre du comité scientifique de la Fondation italienne du notariat, et il paraît que c'est quelqu'un qui a un ego démesuré. Mais ça ne m'étonne pas, ces gens-là ne sont pas très très humbles la plupart du temps. Alors la première déclaration de ce Premier ministre, hein, en sortant du bâtiment de la présidence, il a dit « Là dehors, il y a un pays qui attend la naissance d'un gouvernement du changement et qui attend des réponses. Je me propose d'être l'avocat de la défense du peuple italien, en particulier dans les instances européennes et internationales. Le gouvernement doit immédiatement s'atteler aux négociations en cours sur le budget européen, sur la réforme du droit d'asile et sur la réalisation de l'union bancaire. Mon intention est de faire en sorte que la direction aille dans le sens des intérêts nationaux. » Donc en gros, ça s'était entendu par les européistes et les opposants italiens par Italie d'abord. Hein. Comme on a entendu America's First, où on n'entend pas français d'abord, ça a été entendu, ils l'ont entendu italien d'abord. Ce qui a été répété après par les leaders des partis qui ont gagné les élections en disant que ça sera, dans tous les cas, tout le monde serait de la même façon, mais ça sera d'abord les Italiens. Alors quelles sont les conséquences sur l'Union européenne ? Donc les Allemands et les pays du Nord ont de plus en plus peur de devoir payer pour les pays du Sud, surtout pour l'Italie, parce que là, ils voient venir un gros dérapage budgétaire, et peut-être même une mise en défaut.
Les projets d'obligation européenne et du budget de la zone euro, qui étaient déjà pas très soutenus, sont enterrés très très profond, parce que ça veut dire que s'il y a des obligations européennes, il va falloir payer pour la Grèce, pour l'Italie et peut-être pour l'Espagne, et peut-être plus tard pour la France, qui voulaient déjà pas avec une Italie européiste. Là ils veulent surtout pas avec une Italie qui résiste, et pareil pour le budget de la zone euro, où les Allemands ont une trouille bleue de devoir payer pour les autres et qu'une inflation redémarre dans leur pays. Une inflation qui serait importée, qui serait pas liée à leur déficit. Je rappelle que l'Italie est le 3e contributeur brut à l'UE, c'est un des États fondateurs de l'UE, hein, et le 9e contributeur net par habitant. Sa dette est de 134% de son PIB, elle est la plus importante de l'UE en nominal. Donc en pourcentage, elle est la 2e derrière la Grèce, mais en valeur nominale, en nombre d'euros, c'est la plus importante de l'UE, c'est quand même pas gigantesque, c'est juste devant celle de la France. Hein. Il n'y a pas beaucoup de différence en nominal entre la dette italienne et la dette de la France. Une défaillance de l'Italie, une sortie voulue ou forcée de l'euro, un blocage des financements de la part de la BCE mettrait certainement fin à l'aventure de l'euro et peut-être de l'UE sous sa forme actuelle. Donc c'est un vrai danger pour les gens de l'Union européenne qui ont très très peur de ce qui va se passer. Alors une petite remarque, hein. Les commentateurs reprochent à Conte d'être un inconnu, n'ayant jamais eu de mandat électoral politique, et ils oublient de dire que c'est exactement la même chose pour Macron. Macron n'a jamais eu de mandat électif, et puis avant d'être conseiller de Hollande, personne ne le connaissait. Donc ce qui reproche à Conte, c'est bizarre que ces gens-là ne reprochent pas à Macron. Alors, quelques déclarations un peu externes qui sont liées à l'Italie. Une déclaration de Charles Sana, hein, qui est un économiste qui tient le site, le blog Insolencia. L'Allemagne risque de laisser à l'Italie le soin d'écrire le faire-part de décès de la monnaie unique pour ne pas en être tenue responsable à l'histoire, bien qu'elle soit, avec la France, coupable à jamais de cette aventure qui s'avérera désastreuse. Donc d'après lui, l'Allemagne va laisser couler l'Italie de telle façon à sortir de l'euro le cul propre. Ça revient à dire ça. Dominique de Villepin, qui a fait quelques sorties cette semaine assez intéressantes, aussi bien sur Israël, sur la Russie que sur l'Italie, il nous dit « Les Italiens ne veulent pas être pauvres et étrangers dans leur pays ». Donc voilà, il analyse bien les choses. L'analyse de Villepin sur la situation et les raisons du vote ne veulent pas être pauvres parce que c'est un pays qui est en train de s'appauvrir, et étrangers parce que c'est un pays qui a beaucoup de migrants qui viennent sur son sol et des migrants illégaux. Donc simplement, la réaction, c'est qu'on ne veut pas être pauvre et étranger dans son propre pays. C'est du pur bon sens. Éric Zemmour, qui était un peu plus... la déclaration était un peu plus large. C'est un échange de mots aigres-doux qui en dit long sur l'Italie, sur l'Europe et sur l'état de nos régimes démocratiques. Il y a quelques jours, le Financial Times, le grand journal britannique des milieux d'affaires et de la finance internationale, a dénoncé le nouveau pouvoir qui s'installe en Italie en le qualifiant de nouveau barbare. Le patron de la Ligue, Matteo Salvini, a sèchement répliqué du tac au tac « Je préfère être un barbare qu'un serf ». Un serf, au sens le paysan esclave du Moyen-Âge. Salvini connaît le sens des mots et des symboles politiques. Un serf, ce n'est pas tout à fait un esclave, mais ce n'est sûrement pas un citoyen. Un serf, au Moyen-Âge, a contracté des liens d'allégeance avec son seigneur qui lui permettent de vivre, mais font qu'il n'est pas un homme libre. Ce régime s'appelle la féodalité. Donc, d'après Zemmour, les Italiens, d'après Zemmour, qui interprète les propos de Salvini, les Italiens ne veulent plus être dans la féodalité de l'Union européenne. Donc voilà où on en est pour l'instant. Donc maintenant, il faut attendre la constitution du gouvernement, j'ai oublié de vous le dire. Ah ouais, Monsieur Salvini devrait devenir ministre de l'Intérieur et Di Maio prendre la tête d'un grand ministère du développement économique incluant le travail. Donc en fait, ministère de l'Intérieur, c'est pour s'occuper des réfugiés et puis des immigrants. Et Di Maio, le ministère du développement économique incluant le travail, c'est pour tout ce qui est refondation autour du fonctionnement économique de l'Italie. Et le ministre de l'économie serait proposé, le ministère de l'économie serait proposé un fervent eurosceptique, militant anti-euro. C'est l'économiste Paolo Savona, un ancien ministre âgé de 81 ans, qui est contre l'euro de façon assez violente. Et ça, apparemment, c'est une pierre d'achoppement pour le président. Il est possible que le président refuse cette candidature, mais il semble, d'après ce qu'on a lu, que les leaders des partis politiques ont dit c'est vous le nommez ou on provoque des nouvelles élections.
Donc c'est déjà un premier dossier très très chaud qu'on va connaître, donc on va connaître l'issue dans les prochains jours. Donc voilà, c'est l'état actuel de l'Italie. Donc de quoi on a besoin maintenant, c'est de savoir, premièrement, les nominations des ministres. Il y a déjà des gens qui ont... J'ai lu un article italien traduit qui disait que c'était un ramassis de filous. Les noms qu'ils entendaient, c'était un ramassis de filous et d'escrocs. Donc c'est déjà bien, hein, la presse italienne qui traite ses ministres de filous et d'escrocs avant même qu'ils soient nommés. Et les premières rencontres entre Conte et puis les dirigeants européens pour voir ce qui va se passer. Parce qu'il y a quand même des gros dossiers qui sont négociés à ce moment à l'UE, dont le budget, donc le budget 2019, le budget pluriannuel à partir de 2019. Et donc il va se passer, on va savoir très très vite quelle est la position de l'Italie, si on a un coup de Tsipras numéro 2, ou si on a une vraie opposition qui va se mettre en place. Je vous rappelle ce que j'ai dit la semaine dernière. Pour ma part, je pense que ça ne tiendra pas. Pour ma part, je pense que ou l'Europe, l'Union européenne, met l'Italie à genoux d'un point de vue économique. Hein, elles ont des moyens avec la BCE, des choses comme ça. Ou les tensions entre les deux partis, et c'est quand même l'équivalent du Front National et des Insoumis. Hein, c'est quand même une sacrée distance. Ou des tensions internes au gouvernement ou aux différentes chambres font que le gouvernement sautera dans quelques temps. Je peux me tromper, mais la probabilité est forte que ça aille pas très très loin, vu la pression qui sera mise de l'extérieur. Il risque d'y avoir des pressions à l'intérieur qui fassent exploser le truc, et ils vont retourner aux urnes. Mais s'ils retournent aux urnes, ça ne veut pas dire que la solution choisie sera différente. Hein. Attention. Donc voilà le bilan et l'état des lieux. Si quelqu'un veut réagir à ça. Alors moi j'avais une question sur ce que tu as dit bien précédemment concernant la retraite, la durée d'assurance et le temps de travail qui devait être égal à 100%. J'ai pas bien compris s'il s'agissait d'une mesure qui serait instituée au niveau des différents États de l'Union européenne ou si c'était uniquement pour l'Italie, et ensuite j'ai des réactions. Non, c'est dans l'accord italien, c'est-à-dire ils proposent que la réforme il y a une nouvelle réforme, qu'ils annulent la réforme de la retraite qui a été mise en place il y a quelques années, là, il y a 2-3 ans, je crois, et avec un calcul simple, c'est que temps de cotisation plus âge égale 100. Donc, donc il suffit de faire un graphique et puis de dire quand j'arrive à un âge qui fait que j'ai une cotisation qui vaut 100, je m'en vais. Donc si tu as cotisé 40 ans, à 60 ans, tu peux partir. Évidemment, il faut quand même avoir commencé tôt. Hein. Ouais, je comprends. L'autre chose, c'est que si j'avais bien compris aussi, il y a des questions, des réactions sur l'euro, mais j'avais entendu parler du fait que si l'Italie souhaitait sortir, elle devait rembourser 250 milliards. Ah, ça c'est un des problèmes de l'Allemagne, c'est-à-dire que, alors c'est pas 250 milliards, c'est plus de 400. C'est-à-dire que la balance des paiements internes de la zone euro, qui est gérée par le système qui s'appelle Target 2, fait que l'Allemagne est créditrice de presque 1000 milliards d'euros, un petit peu moins. C'est-à-dire qu'on devrait donner 1000 milliards d'euros à tout le monde, ensemble, à l'Allemagne pour solder les comptes. Et dans ces 1000 milliards d'euros, il y a 400 milliards qui viennent de l'Italie. Alors ces 400 milliards ne vont pas tous forcément à l'Allemagne, mais en gros, l'Italie, pour sortir de la zone euro, devrait 400 milliards à la zone euro. Chose qui est strictement impossible et qui ne se fera jamais. Il y a de grandes chances que si l'euro explose, tout le monde prendra sa perte, et puis voilà. Hein. Donc l'Allemagne prendra sa perte, et les gens qui doivent des sous pourront jamais les payer. Ouais, du coup, la question, parce que il y a Pascal Chauvet qui nous dit êtes-vous informé de la demande allemande d'insérer une sorte de sortie de l'euro dans le traité de Lisbonne? Je vous en parle après, D'accord. Et l'autre question qui vient de Pascal, toujours, qui dit, c'était... c'est Steph Royer qui dit nouveau ministre italien, qu'en pensez-vous? Il va faire bien les choses ou pas? Ou est-ce qu'il va tenir ses promesses? Voilà, comment ça se passe pour toi? C'est plutôt en fait, moi je doute pas de sa bonne volonté. Maintenant, c'est les contraintes internes et externes qui vont jouer. Moi, je peux pas dire s'il va faire bien son boulot. Déjà, il faut voir quel est le gouvernement qu'on lui laisse se mettre en place. Et on verra les premiers textes qui seront votés à l'Assemblée nationale. Ça va aller vite maintenant, hein. Je pense que dans les semaines, les jours, voire au pire les semaines qui viennent, on aura, parce que les partis ont déjà prévu des choses. Il y a des mesures d'urgence qui vont être mises en place, et on va le savoir très très vite.
Il est possible, il y a plusieurs scénarios. Faites l'hypothèse que les premiers textes soient très anti-européens, enfin pas très anti-européens, mais qui ne respectent pas du tout les obligations européennes, hein, je sais pas, qui fassent que le déficit augmente très très vite, que la dette augmente très très vite, et la BCE, pour éviter une crise de paiement, bloque le financement des banques. Le pays peut être mis à genoux très très vite, hein. Donc, alors après, c'est où le pays craque et puis se remet en ligne, comme a fait la Grèce, ou le pays envoie tout balader, sort de l'euro et remet en route son économie avec sa monnaie. Mais ça, dans l'état actuel des choses, on n'est pas capable de le savoir. Il y a un côté caractère des personnes, il y a un côté volonté du peuple italien. Est-ce que le peuple italien va soutenir son gouvernement s'il y a un gros clash avec l'Union européenne? Ça, on ne peut pas le savoir à l'avance. Moi, en tout cas, je suis incapable de le savoir. Peut-être qu'il y a des gens qui le savent, moi, je ne peux pas le savoir. Par contre, on va s'en rendre compte très très vite. Moi, j'étais persuadé que Tsipras tiendrait le coup. Il n'a pas tenu le coup. Donc, je ne vais pas m'engager sur ce coup-là, en sachant que les pressions qui sont mises par l'extérieur, notamment la BCE, l'Union européenne, ça, sont gigantesques. Il faut s'imaginer. C'est pas quelque chose de simple de prendre des décisions comme ça. Et j'imagine la difficulté de la tâche. Donc, ça va être compliqué. Je me dis que si, sur de nombreuses mesures en Italie, ils se mettent en contradiction, ils vont être attaqués par la Cour européenne de justice, avoir des pénalités qui sont égales à 0,2% de leur PIB, ça risque d'aller très 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 vite. En sachant que les procédures de la Cour de justice de l'Union européenne ne vont pas très très vite, hein, parce qu'il y a une procédure en 3 étapes, il y a la lettre pour avertir, enfin voilà, ça se fait en quelques mois, voire quelques années. Donc ça se fait pas tout de suite. Et s'ils décident de pas payer, je veux dire, un pays qui décide de pas payer, il paye pas non plus, hein, faut pas blaguer. Hein. Je veux dire, la Cour de justice européenne peut dire ce qu'elle veut. Si le pays dit, écoutez, vous faites, moi je paye plus l'Union européenne, personne, ils vont pas envoyer les chars. Donc on paye que si on veut bien payer. Mais peuvent y avoir un peu les mesures que l'on a pu appliquer à la Russie, par exemple. Enfin, non, la mesure la plus simple, hein, c'est que la BCE décide de couper le robinet des euros. Pour les banques, hein. C'est-à-dire qu'il suffit de dire, écoutez, on ne peut plus vous livrer d'euros, ou on limite la livraison d'euros aux banques. Alors, évidemment, c'est pas des billets, c'est pas des camions de billets, hein, mais simplement des lignes budgétaires, enfin des lignes économiques, parce que c'est pas des budgets, c'est des lignes économiques. Et si la BCE coupe le robinet des euros, les banques ne peuvent plus faire leur boulot, et puis c'est fini, hein. Les banques s'arrêtent, et puis si ça reste l'euro, le pays s'arrête. Donc les mesures sont très très simples, elles sont illégales, ces mesures sont illégales, sont antidémocratiques, tout ce que vous voulez, mais c'est ce qui a été fait contre la Grèce, et c'est ce qui a été fait contre des petits pays qui n'étaient pas très d'accord, hein, c'était assez discret, mais surtout c'était fait en masse avec la Grèce, de façon illégale, c'est pas dans les traités, c'est antidémocratique, ça s'est fait en collusion avec l'Eurogroupe qui n'est pas un organisme institutionnel, hein. L'Eurogroupe c'est informel, il n'y a aucun texte qui le définit, ils font même pas de compte rendu, et puis voilà, puis c'est des menaces de mettre à genoux une économie. Donc j'imagine qu'en face il faut quand même avoir des corones, hein, pour dire écoutez les gars, je vous envoie péter, je fais ce que je veux. Donc j'imagine que ça va être très très difficile, hein, en sachant que la force. Alors, ce qu'ils ont fait avec la Grèce, ça va être quand même beaucoup plus lourd avec l'Italie. C'est pas la même économie, hein. L'Italie, c'est en gros c'est la 3e économie de l'Union européenne, hein, quand même, hein. Donc ça doit être la, je sais pas, 6e ou 7e économie du monde, quelque chose comme ça. C'est pas les mêmes montants, hein. C'est pas les mêmes montants. Donc ça risque d'être assez rock'n'roll de tous les côtés. C'est pour ça qu'il y a un risque. Il y a franchement un risque que la zone euro explose, au moins dans sa forme actuelle, et que l'Union européenne explose dans sa forme actuelle, ou explose tout court. Parce que c'est des montants qui sont plus les montants de la Grèce, hein. Ouais, c'est ce que j'allais dire, effectivement. C'est pas le même poids. Je crois que la Grèce c'était 2% du PIB de l'Union européenne, donc c'est pas le même poids. Mais ce que je voulais... Ah oui, il y a Steph Royer qui nous dit, est-ce que, par exemple, l'Italie peut fermer ses frontières ? Elle pourrait. Alors, elle n'a pas le droit, au sens de Schengen, mais elle pourrait demander une procédure d'exception de sortie de Schengen. Ça existe, hein, les procédures d'exception. Elle dit, voilà, je demande la procédure d'exception de Schengen et je ferme... La France en a bénéficié pendant un certain temps, 4 semestres, si je me rappelle bien. Et elle dit, voilà, je sors de Schengen pendant un certain temps et je ferme. Et pendant ce temps-là, il prépare autre chose. D'après les promesses qui ont été faites, notamment par la Ligue
sur la gestion des migrants, je pense que il va se passer des choses, il va y avoir des mesures très très rapides, notamment de fermeture des frontières, de reconduite à la frontière, de reconduite dans le pays d'origine. Je pense qu'ils ne pourraient pas faire autrement vis-à-vis de leurs électeurs. Vis-à-vis de l'Europe, tout ça c'est autre chose, mais vis-à-vis de leurs électeurs, je pense ils ne peuvent pas ne pas le faire. Ou alors ils sont plus crédibles, ils ne seront plus jamais élus. Ça va faire un sacré barouf. Il me semble, est-ce que c'est bien l'Autriche qui avait déjà refusé d'accueillir un certain nombre de migrants dans leur pays, et ça avait fait des vagues quand même. L'Autriche, la Hongrie, la Pologne ont refusé, l'Italie commence à renacler, mais surtout le problème c'est que si la Ligue, puisque le ministère de l'Intérieur sera certainement tenu par la Ligue, si la Ligue met en place ces mesures-là, c'est des mesures pour lesquelles le mouvement 5 étoiles n'est pas d'accord. Hein. Donc déjà dès le départ, il y a un antagonisme entre les deux partis du pouvoir, c'est que les mesures les plus dures de la Ligue ne sont pas soutenues par le mouvement 5 étoiles. Donc ou le mouvement 5 étoiles met ça dans sa poche et son mouchoir par-dessus, ou il y a un clash gouvernemental et donc une crise gouvernementale. Je vous rappelle que l'Italie est la championne, ou est le champion des crises gouvernementales. Hein. Bruxelles est resté finalement ennemi sans gouvernement. Il peut se passer avec la différence que la Belgique est un État fédéral, pas l'Italie. Oui, c'est sûr. Mais enfin, je pense que... Parce que les prérogatives de l'État central belge, il s'occupe de pas grand-chose. Hein. Il s'occupe de l'armée et de l'économie, je crois, un truc comme ça, c'est tout. Hein. Alors que l'Italie, c'est comme la France, hein. C'est un pays qui ressemble beaucoup à la France de côté des institutions. Hein. Ensuite, j'ai beaucoup de questions sur l'euro et je pense que tu vas nous en parler, Yannick. Mais je vais reparler. J'ai deux petits articles sur l'euro après. Donc je continue ou il y a d'autres remarques à faire? J'aurais des réactions vis-à-vis de l'euro précisément. Alors, je passe dans les indices du bordel ambiant. Je parlais de la Pologne et de l'euro. Alors en Pologne, la monnaie unique inspire la frisolité, voire l'animosité, aussi bien dans la population que dans la classe politique. Selon une étude, alors vous savez que tous les pays de l'Union européenne ont vocation à venir dans l'euro à terme, sauf ceux qui ont négocié une exception, mais théoriquement, tous les pays de l'Union européenne doivent rentrer dans l'euro, et surtout les nouveaux entrants doivent forcément rentrer dans l'euro. Alors normalement, la Pologne devrait rentrer dans l'euro. Donc en fait, ça se passe très, très mal. Donc selon une étude d'opinion parue en janvier, dont on a connu les résultats assez récemment, 60% des sondés seraient contre l'adoption de l'euro, contre 21% d'avis favorables, et la proportion de sceptiques n'a cessé de croître ces 8 dernières années. Donc les gens ont peur de l'augmentation des prix et d'une baisse de leur niveau de vie, souligne l'économiste Witold Orlowski, et même si c'est une impression largement biaisée, ils sont assaillis d'informations allant dans ce sens venues d'Europe de l'Ouest. Cet état de fait crée une barrière politique aujourd'hui insurmontable. Le zloty polonais ayant un statut constitutionnel, l'introduction de l'euro nécessiterait une réforme de la Constitution, pour laquelle une majorité des 2/3 du Parlement est requise. Et un compromis au-delà des clivages partisans est impensable aujourd'hui. Donc ce qui veut dire que l'euro, c'est quelque chose qui a beaucoup de chances, enfin il y a très peu de probabilité que ce soit adopté en Pologne, alors que c'est la vocation normale de la Pologne, de rentrer dans l'euro. Donc voilà, donc déjà c'est quelque chose. Deuxièmement, un vent nouveau en Allemagne. Donc signé par 154 économistes allemands, professeurs d'université, une tribune publiée dans le Frankfurter Allgemeine Zeitung appelle au refus des propositions de réforme de la zone euro du chef d'État français, notamment en insistant sur l'idée de responsabilité. La qualité des signataires est une forte charge technique et symbolique en Allemagne. Il s'oppose en effet aux propositions d'Emmanuel Macron et aussi de Jean-Claude Juncker, le président de la Commission européenne, en faveur d'une union bancaire. C'est le refus du partage des responsabilités bancaires dans la zone après l'union monétaire, autrement dit de la réassurance en cas de crise. Depuis des années, l'inflation est la première peur des Allemands, et la source de cette inflation est le déficit. Le déficit est ainsi la conséquence d'une attitude individuellement irresponsable, donc la co-responsabilité ne corrige rien. Elle est au contraire un encouragement, entre guillemets, des pays latins à la dette, autrement dit à la faute, par ceux qui n'ont pas de dette. Donc, ne sont pas en faute les pays luthériens, entre guillemets. Nous retrouvons, au-delà d'une analyse dite économique, des références religieuses, historiques, politiques et sociales qui portent donc beaucoup en Allemagne. Notamment ces professeurs d'université, dans la modification des traités, et que soit intégrée au traité une clause juridique de sortie de l'euro. C'est-à-dire qu'on puisse sortir de l'euro sans sortir de l'Union européenne, chose qui est impossible actuellement,
comme dans les traités qui définissent l'euro, il n'y a pas de clause de sortie, la seule façon de sortir de l'euro, c'est de sortir de l'Union européenne. Et les Allemands, ces Allemands-là, donc 154 professeurs d'université, des économistes, ont demandé que les traités soient modifiés pour qu'il y ait une clause juridique de sortie de l'euro. En gros, ça voudrait dire que ça donnerait à l'Allemagne une force supplémentaire, un argument de négociation supplémentaire permettant de dire aux gens, bah, écoutez, si vous n'êtes pas d'accord, on sort de l'euro, on vous fait sortir de l'euro s'il y a des problèmes. Parce que pour l'instant, il est impossible aux États membres de sortir un de leurs collègues de l'euro. Par exemple, il leur était impossible de sortir la Grèce de l'euro, d'un point de vue juridique, sans le sortir de l'Union européenne. Et en sachant que la sortie de l'Union européenne ne peut être que volontaire et demandée par la Grèce, par un pays. Donc dans l'état actuel des choses, si un pays, par exemple l'Italie, se comporte très très mal, eh ben, il n'y a aucun moyen juridique, de sortir de l'Italie de l'euro. Et aucun moyen de le sortir de l'UE. Et donc c'est ce que demandent aussi ces professeurs d'université allemands. Alors c'est quand même très très important parce que vu le symbole et le niveau de responsabilité de ces gens-là, ça ne peut pas, Merkel et l'intelligentsia ne peuvent pas être indifférents, oui, tous les deux, indifférentes, oui, Merkel et l'intelligentsia ne peuvent pas être indifférentes à cette prise de position. Donc forcément, ça va faire bouger les lignes, ça va rassurer les gens qui sont contre l'euro, qui sont assez discrets en Allemagne, qui sont dits aux extrêmes ou populistes, et donc c'est quand même un changement de paysage non négligeable. Moi, je ne pense pas que la Suède et le Danemark ont envie de sortir de l'euro. Hein. Je pense même qu'ils y sont assez défavorables. Ben, la Suède, ils ne sont pas dans l'euro. Hein. Bah oui, justement, donc ils ne veulent absolument pas y rentrer, pardon, autant pour moi, le lapsus. Et du coup, je me dis, s'il y a possibilité, s'ils incluent effectivement dans le traité de l'Union européenne la possibilité de sortir de la zone euro, mais de rester au sein de l'Union européenne, beaucoup de pays qui sont dans la zone euro voudront en sortir. Qu'est-ce que tu en penses ? Ben, tout dépend comment... Alors déjà, c'est une demande, ça ne veut pas dire que les pays vont accepter cette demande. Alors faisons l'hypothèse que ça existe, après il faut voir quelles sont les conséquences. Parce que ces gens, les eurofous qui sont à la tête de tout ça ne laisseront pas impunément les gens sortir de la zone euro. Il y aura des conséquences matérielles, économiques, financières autour de tout ça. Il y aura forcément une punition pour les pays qui sortiraient. J'imagine que ça se fera pas la fleur au fusil en disant vous voyez, je suis sorti, je rentre, je sors, je rentre. Ça va être un peu plus compliqué que ça. Et surtout, c'est que ce n'est pas dans l'intérêt des fédéralistes que ça se mette en place. Alors, le fait qu'il y ait des gens qui le demandent maintenant alors que personne ne l'avait jamais demandé avant, que ça vienne de l'Allemagne, ça vient pas d'un autre pays, ça vient de l'Allemagne, ça va... Je pense qu'il y a des vagues qui sont en train de monter en puissance, au moins de façon souterraine dans tous les milieux européistes, avant que ça sorte au grand jour. Mais c'est un peu révolutionnaire tout ça quand même. Hein. Ça sent la fin de partie quand même. Hein. L'Italie, ce genre de proposition. Par exemple, il faut savoir que la Suède a négocié une exception pour pas y rentrer, et le Danemark devrait y rentrer, mais ils font tout ce qu'il faut pour pas y rentrer, ou le contraire. Enfin, en tout cas, ces gens-là n'en veulent pas. Maintenant, la Pologne, la Croatie, apparemment, c'est quand même pas si facile que ça, et puis l'Italie qui va peut-être en sortir. Enfin, vous voyez que ça bouge de tous les côtés. Et donc les tensions vont être de plus en plus fortes, et quand dans un camp qui est normalement le camp leader, l'Allemagne, hein, on commence à avoir des tensions, ça peut aller très très vite. Hein. Est-ce que Merkel va écouter ces gens-là ? Parce que ces gens-là ne sont pas des gens de l'AfD, ce ne sont pas des gens de l'opposition, ce sont des économistes, professeurs, pas forcément politisés, ce sont des techniciens. Donc si les techniciens en Allemagne sont très très respectés, hein, les professeurs docteurs en Allemagne sont très très respectés, c'est un titre qui est... Alors il y a deux types de professeurs en Allemagne. Si c'est les professeurs docteurs, ce sont des gens qui sont extrêmement respectés. Souvent il n'y a qu'un seul professeur par institut, hein, ça pose son nom. Hein. Souvent l'institut est créé autour des recherches du professeur. Donc c'est pas de la gnognotte, hein. C'est comme si, je sais pas moi, tous nos présidents d'université ou tous nos prix Nobel, on n'a pas tant que ça, s'il y a une tribune. Vous voyez, c'est d'un haut niveau quand même. Hein. Si en fait il y avait une intégration dans le traité de l'Union européenne, la possibilité de sortir de l'euro, ce serait pas
tout à fait négatif. On reviendrait vers un système, par exemple, un système monétaire européen. Et ça n'est pas tout à fait négatif en soi, si ce n'est que ça ferait baisser la suprématie de la Banque centrale et peut-être bouleverserait un petit peu l'article 63 sur la concurrence des biens, des personnes et des services. C'est ce que nous, on le juge comme ça. Nous, on juge que ce serait un retour aux choses normales. Premièrement, d'avoir le choix, tout simplement, qu'un pays ait le choix de faire une chose ou de ne pas la faire, ou de se retirer d'un traité. Ça, c'est notre vision des choses. Mais la vision des gens qui veulent la fédéralisation à tout crin, que l'Europe soit un grand pays sans frontières avec un seul gouvernement, pour eux, c'est un coup de poignard. Et je vous rappelle que la modification des traités se fait à l'unanimité, article 48, et donc ils feront tout pour que ça ne se fasse pas. Donc il faut se mettre dans la position des autres. Dans notre position, en tout cas dans la position des gens qui sont de notre sensibilité, ça serait naturel et ça serait même assez constructif. Mais il faut se mettre dans la position des gens qui sont contre, et pour eux, ça serait dramatique. Et donc ça ne se fera pas tant que c'est cette frange de la population qui est au pouvoir. Je pense que la crise italienne pourrait précipiter certaines choses en faveur de la sortie. Bien sûr. Alors, ce matin, je l'ai écouté, je pense que c'était sur France Info, par hasard, j'étais sur France Info. J'ai écouté Moscovici chez Apathy. C'est incroyable la nullité de son discours. Il se passe strictement rien, il parle pas de ça, l'Italie il veut pas en parler, il dit on verra ce qu'ils font, la tribune allemande ils en ont même pas parlé, enfin voilà, c'est des gens qui sont dans un monde, l'Italie tout va bien se passer, voilà, il y a quand même une distance entre la réalité des choses, la réalité profonde des choses et la position de ces gens-là pour qui tout va bien tout le temps, quoi. Et c'est des fous furieux. Si jamais ça se passe, ils vous diront je vous l'avais bien dit, je l'avais prévu et c'est la meilleure solution. C'est pas des gens qui ont l'humilité de se retirer quand ils ont tort. Ils ont toujours raison et tout va toujours très très bien. Bonsoir à JD Le Maire qui vient d'arriver. J'ai pas vraiment de réaction, mais sinon j'apprécie le cadenas que tu nous as mis en fond d'écran, c'est sympa. Alors c'est juste pour vous montrer que voilà, ça c'est un produit qui est une image qu'on m'a envoyée sur Facebook. Hein. Voilà le genre de produits qu'on trouve dans nos supermarchés. Hein. Alors moi, j'ai trouvé l'allégorie assez jolie. Je pense pas que les gens qui ont fait ça y ont pensé, mais je trouve ça assez symptomatique. Alors je pense que on peut acheter un cadenas français, turc, tunisien, je sais pas quoi, tous les drapeaux qu'il y a dessus. Mais celui-là, je le trouve assez sympathique, quoi. Donc pour ceux qui n'ont pas l'image, hein, c'est un cadenas bleu avec les étoiles européennes dessus. Bon, moi j'ai trouvé ça assez symbolique. Hein. Il manque un code. Tu sais, les systèmes de chiffrés de code pour pouvoir l'ouvrir. Oui, enfin surtout peut-être que ça s'ouvre pas. Peut-être que c'est un cadenas qu'on peut pas ouvrir. Ah voilà, c'est ça. Tu peux continuer. J'ai pas vraiment de réaction, Yannick. Mais comme je vous avais dit, hein, nous sommes ce soir avec une émission assez courte, même s'il y a beaucoup d'informations à prendre dedans. Et je vais finir par une citation. Donc, M. Blanquer, devant l'Assemblée nationale, a dit « En effet, il est totalement prioritaire d'ancrer l'idée européenne chez les jeunes, en faisant bien comprendre qu'il s'agit de leur avenir. Cette question suppose une stratégie. Cette stratégie a été fixée par le président de la République lui-même. » Bon voilà, c'est un aveu de propagande d'État, comme quoi les jeunes n'ont pas le choix. Il faut ancrer, hein, c'est pas faut les renseigner, il faut les informer, il faut ancrer l'idée européenne chez les jeunes. Donc ça veut dire, voilà. Donc voilà, c'est tout ce que je vais vous dire pour ce soir. À part que je vous rappelle que le journal Ipso Facto Europa est bien sûr toujours disponible en ligne. Je vous rappelle que c'est un journal à vocation papier. L'idée étant de l'imprimer, vous pouvez l'envoyer par mail, mais l'idée étant de l'imprimer et de le laisser partout. Vous pouvez le laisser dans vos entreprises, vos familles, vos associations, les salles d'attente, dans le train que vous prenez le soir, vous laissez sur le siège, et ainsi de suite. Et donc le journal de mai est disponible chez le 11e. En attendant le journal du mois prochain. Donc ceci termine l'exposé, merci de votre attention. Pour ceux qui sont arrivés en cours de route, toutes les références et tous les articles utilisés pour cet exposé sont sur la page Facebook Les Clés de l'Europe. Je vous encourage à vous y abonner et à la faire connaître autour de vous. Je vous encourage aussi à faire connaître la chaîne YouTube du Canal Citoyen. N'oubliez pas de visiter le site web de l'association Les Clés de l'Europe, à l'adresse www.lesclésdeleurope.fr. Et je vous invite maintenant à un débat ouvert sur tous ces sujets ou ceux que vous voulez développer autour de l'Union européenne. Et je rends la parole à Isabelle. Merci
Yannick. Donc pour ceux qui sont sur le Mumble, n'hésitez pas à mettre un P et j'ouvrirai votre micro pour que vous puissiez vous exprimer sur un sujet sur l'Union européenne ou autre. Et puis ceux qui sont sur Facebook, je vous invite à laisser vos commentaires que je relayerai à Yannick. Il y a un micro ouvert là. Alors juste pour donner une précision, le temps que vous réfléchissiez à la question ou au sujet que vous voulez aborder, je pense franchement que les semaines qui viennent sont cruciales pour l'Union européenne et pour la France dans l'Union européenne et pour l'état de la France tout court. Si l'Italie, du fait de son activité entre guillemets anti-européenne, en tout cas son activité nationale qui va contrer les actions européennes, arrive à contrer les différents projets de Merkel et de Macron, l'Union européenne n'aura pas le temps de mettre les choses en place avant les prochaines élections européennes en 2019, et donc les choses vont traîner. Entre-temps, il y aura le Brexit, il y a certainement des choses qui se préparent là, qui risquent d'être assez rock'n'roll là, dans les prochains temps. Je vous en parlerai dans les prochaines émissions. Et si pendant ce temps-là arrive à se développer, à ce que la tribune des économistes allemands arrive à agréger un certain nombre d'acteurs, d'avis et ainsi de suite, il peut se passer beaucoup de choses. Il peut y avoir un changement de cap assez notable dans les prochains temps. Donc il faut vraiment être attentif et puis il faudrait être actif surtout. C'est ça, il faudrait être actif plus qu'attentif pour que les choses puissent circuler et que les gens se rendent compte que ça bouge énormément. Ça va être assez compliqué vu que l'information, les médias ambiants, les médias habituels couvrent un peu l'information et puis, comme tu le disais, mettre leur veste du bon côté. Les médias ne couvrent pas l'information déjà, donnent des titres généraux qui sont très très orientés, mais il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de fond, il n'y a pas. Moi, je peux vous garantir que les Gopé, aucun journal n'en parlera. Ils en ont jamais parlé, il n'y a pas de raison qu'ils en parlent. Donc, il va en parler, peut-être Philippot et peut-être Asselineau s'il a la chance d'être invité, mais c'est tout. Je veux dire, aucun parti politique et aucun journaliste ne fera de sujet sur les grandes orientations de politique économique. Normalement, ça devrait être paru aujourd'hui. Il aurait dû y avoir des articles aujourd'hui en disant les instructions de la France ont été publiées. Personne ne le fera, voilà. Et même sur l'Italie, les choses ont été quand même présentées de façon extrêmement orientée. Donc c'est pour ça qu'il faut passer l'information sans passer par les médias traditionnels. Ça confirme ce que je dis. C'est-à-dire tous les ans, à chaque fois qu'il y a eu la parution des grandes orientations de politiques économiques pour la France, on n'en parle pas dans les médias. Il n'y a rien. Alors, ils en donnent peut-être une information parcellaire, mais en tout cas, ils n'en parlent pas. Tout à fait. C'est vraiment triste. Donc, c'est difficile pour l'opinion publique de pouvoir se donner un avis dans ce sens. Ah tiens, il y a Xavier, Xavos85 qui dit un journal de gauche en a parlé des Gopé en fustigeant Asselineau. Je ne me rappelle plus de quel site. Certainement pas un grand journal papier. Est-ce que tu veux nous en parler, Xavos85 Domenico qui va prendre la parole. Je te laisse réfléchir, Xavo. Vas-y, Domenico, vas-y. Ton micro est ouvert. Ouais, ok. Moi, je voulais revenir sur le contrat de gouvernement entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue en Italie. Sur ce que tu as dit au début, Yannick, j'ai revérifié entre-temps. Sur la dette et le déficit, nulle part ils disent qu'il y a une partie de la dette actuelle qu'il faut pas compter. Nulle part. Par contre, alors, comment ils disent ça? Ils disent qu'ils veulent inciter la Commission européenne
à enlever les investissements publics productifs du déficit budgétaire, comme ils l'ont annoncé plusieurs fois, mais jamais appliqué, en parlant de la Commission. Donc ils veulent bien qu'on compte pas certaines choses dans le déficit, mais nulle part ils parlent d'enlever une partie de la dette existante. Ils parlent de la combler en augmentant le PIB par des investissements publics à haut coefficient multiplicateur. Mais j'ai rien vu sur une partie qui devrait être annulée ou pas comptée sur la dette actuelle. Il n'y a absolument rien. Dans le document écrit, c'est quelque chose qui a été énoncé, que j'ai entendu plusieurs fois, mais effectivement, comme le document est en italien, moi je ne l'ai pas lu, j'ai lu que des traductions et des extraits français, et effectivement cette chose-là a été annoncée, parce que vous vous rappelez que dans la fuite de l'Huffington Post, il disait que c'était une annulation, ce qui a fait très très peur à tout le monde, et en fait c'est pas une annulation, et ce qui a été dit, ce que je disais, c'est qu'il voudrait que ce soit pas compté, donc la dette qui est détenue par la BCE ne soit, dans le cadre du quantitative easing, ne soit pas comptée dans le déficit, dans la dette du pays. Et évidemment, comme disait Domenico, ce que j'ai dit aussi, c'est que les investissements ne soient pas comptés comme une dette, mais comme un investissement, c'est-à-dire comme dans une entreprise. C'est-à-dire que l'investissement est censé rapporter, et donc normalement, c'est pas une dette. On fait de la dette si on veut payer des salaires, si on veut payer du fonctionnement, mais pas de l'investissement. C'est quelque chose qui avait été prévu, qui avait été demandé par la France, notamment par Sapin à plusieurs reprises, qui avait été à mot couvert proposé par l'Union européenne, mais qui n'a jamais été appliqué, en sachant que c'est très compliqué, savoir ce que c'est qu'un investissement productif, et surtout un investissement productif à haut facteur multiplicatif ou multiplicateur. Ça, c'est difficile. Si on savait le faire, on le ferait. Moi, si on me dit que je peux faire un investissement à haut facteur multiplicatif, si vous me dites, là tu mets 100 euros, tu vas en récupérer 10 000, je le fais tout de suite. Mais personne ne sait faire ça. On ne sait pas, ou a priori on le sait qu'après. Donc ça c'était pour la dette et le déficit. J'ai aussi vérifié les retraites et puis l'histoire du revenu citoyen aussi entre temps. Donc la retraite, c'est bien ce qui a annoncé. Qu'il faut que l'âge et le nombre d'années de cotisation atteignent au moins 100, mais avec comme objectif qu'on arrive à 41 années de cotisation. Donc je sais pas, ça me semble tôt, parce que 59, ça ferait 59 ans, ça voudrait dire qu'il faudrait avoir commencé à 18 ans, c'est pas le cas de la majorité. Et ce qui m'a fait rire, c'est qu'il y a un petit paragraphe dont personne ne parle, c'est qu'ils veulent mettre à la retraite une option femme. Les femmes pourraient partir à 58 ans avec 35 ans de cotisation. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a un petit paragraphe comme ça. J'avais entendu un commentateur italien sur France Inter un matin qui disait « femmes avec des enfants », femmes ayant élevé des enfants. Mais en 41 ans d'annuité, en même temps, c'est pas très loin de la France. Nous, c'est progressif en fonction de l'âge de naissance, mais sinon, par exemple, pour moi, c'est 41 ans et 3 trimestres, donc... Oui, mais ils veulent le faire augmenter. Oui, mais enfin, oui. Enfin, c'est en négociation, effectivement. Ils voudraient. Mais je pense que les gens seraient assez opposés à l'augmentation des annuités. Parce que on a été opposé à beaucoup de choses, ça ne les gêne pas beaucoup. C'est cynique. Oui, c'est vrai. Tiens, Pascal Chauvet qui dit et l'union des souverainistes français. Qu'est-ce que tu en penses? Je l'ai déjà parlé plusieurs fois, on est très mal parti. J'ai souligné la semaine dernière, quand j'ai commenté le premier sondage pour les élections européennes, que si les souverainistes français ne s'allient pas pour les élections européennes, c'est mort. Ils passeront même pas les seuils pour avoir des députés, et donc ils vont disparaître de la circulation. Enfin, disparaître, ou pas apparaître plus, qui est la même chose. Moi, je suis persuadé qu'il faut d'abord combattre l'ennemi ensemble avant de faire autre chose. Et si dans la philosophie, notamment de l'UPR, qui affichait ça en disant d'abord on combat, on se rassemble gauche-droite pour combattre l'Union européenne et après on s'occupe en France et on se remet sur la gueule ensemble, enfin les uns contre les autres, mais en interne, mais ils en prennent pas le chemin. Je veux dire, si quelqu'un est capable de prédire maintenant que Philippot et Asselineau vont se prendre dans les bras
et dire on va travailler ensemble pour aller aux élections européennes, moi je veux bien, mais ça n'en prend pas le parti. Donc pour l'instant, c'est un vœu pieux. Hein. Et je pense qu'il y aura des divisions supplémentaires d'ici le mois de mai de l'année prochaine. Ouais, mais avouons quand même qu'entre Philippot et l'UPR, concernant l'immigration, il n'y a pas que le fait de sortir, il y a un programme aussi derrière. Non, mais ça, à la limite, on s'en fout. Je veux dire, premièrement, on sort de l'Union européenne. Deuxièmement, après, on met programme contre programme et on fait des élections en France. Je veux dire, on sort de l'Union européenne et l'objectif, l'objectif ou le travail à faire pour le gars qui est élu, c'est de mettre en place des élections où les gens se battent sur des programmes en France. Mais d'abord, on sort. Si on s'oppose sur les détails de fonctionnement de l'État alors qu'on n'est pas encore sorti, c'est du temps perdu. On s'en fout. On sort d'abord et après on refait des programmes et des élections. Et qui prend la tête du parti en question vaste problème. Moi, je pense que vous voyez ce qu'ont fait les Italiens. Moi, je les trouve extrêmement intelligents. Il y a deux partis qui se sont alliés et plutôt que de se bouffer le nez, ils sont allés chercher une troisième personne qui n'était pas dans aucun des deux partis. On verra ce que ça donne à terme, mais au moins ils sont allés chercher une troisième personne pour qu'ils ne se bouffent pas le nez. Nos hommes politiques auraient-ils la même sagesse? Je ne crois pas. On n'en prend pas le même chemin, mais on n'est pas dans une situation suffisamment catastrophique par rapport à l'Italie. Parce que l'Italie fait face à une vague d'immigration assez importante qui fait qu'il y a un consensus au niveau de la population. Et puis, Alors c'est bien pire que ça. Vous savez que, je ne sais pas si vous savez, mais l'Italie c'est un pays qui a eu zéro croissance depuis l'introduction de l'euro. Donc ça veut dire qu'ils se sont appauvris énormément depuis l'introduction de l'euro. C'est un pays qui est en recul. Alors c'est un pays aussi qui a une grosse économie, on en parlait là il y a 15 jours je crois, une grosse économie grise, voire économie noire, qui fait que les gens survivent sans passer par les statistiques de l'État. Mais c'est quand même un pays qui a fait zéro croissance depuis l'entrée de l'euro. Hein. Donc entre ça, la dette, leurs banques qui sont à la ramasse, l'immigration, ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup. C'est-à-dire ça fait beaucoup de dossiers où ça se passe très très mal. Je ne sais pas trop quoi en penser parce que nous, on force un peu les choses pour qu'il y ait une augmentation des points de PIB, par exemple le fait de mettre la drogue ou bientôt la prostitution, hein, peut-être que ça se fera, mais voilà, on gonfle peut-être artificiellement notre PIB, donc je ne sais pas trop. Mais l'Italie aussi, hein, puisque c'est un truc européen, ça c'est Eurostat qui fait ça. Hein. Donc c'est l'INSEE, c'est Eurostat, donc ça ils font déjà. Mais alors eux, s'il faut qu'ils mettent les produits de la mafia dans le PIB, ils vont être première économie du monde. Ouais. C'est de l'humour, c'est de l'humour. Ouais. Domenico, vas-y Domenico, il veut ajouter quelque chose, je t'en prie, vas-y. Oui, je reviens sur le contrat italien toujours. Sur le revenu citoyen, j'ai vérifié là, ce dont tu n'étais pas sûr. En fait, il parle d'un revenu citoyen pour les Italiens dans le besoin pour les réinsérer dans la vie sociale et professionnelle. Donc c'est bien pour les chômeurs. Et ensuite, c'est 780 € pour un célibataire. Et ils disent que pour les familles, c'est calculé sur les bases de l'OCDE. Donc on part des 780 € et puis on échelonne. Et ensuite, c'est quand même soumis à recherche active d'emploi. Si on refuse 3 propositions en 2 ans, au-delà, c'est sucré. Donc sous-jacent, c'est quand même une période de 2 ans maxi. Parce que, ou alors ça veut dire qu'on n'a pas eu 3 propositions en 2 ans. Ce qui serait un autre problème. Ouais, bon, il y a tout un chapitre sur un espèce de pôle emploi qu'ils veulent mettre en place, mais j'ai pas tout compris. Mais oui, en fait, si on refuse un certain nombre d'offres d'emploi, ils le sucrent. Et ils font la même chose pour la retraite. Quand les retraites calculées sont inférieures à cette somme du revenu citoyen, bah là, c'est pas soumis à recherche d'emploi, évidemment, mais là, ils complètent pour avoir au moins le revenu au moins l'équivalent du revenu citoyen. Donc c'est l'équivalent d'un minimum vieillesse, quoi. C'est l'équivalent d'un minimum vieillesse. Bah, un minimum vital pour une personne célibataire, ils l'ont calculé à 780 €. Non, je parle pour les retraités. C'est l'équivalent de ce qu'on appelle chez nous le minimum vieillesse. C'est-à-dire on ne peut pas descendre sous ce minimum-là. C'est-à-dire où c'est la retraite complétée avec le revenu citoyen.
Oui, mais là, ils l'ont mis dans le paragraphe revenu citoyen en disant si t'as pas de boulot et que t'es pas encore retraité, ben t'as droit à temps à condition de chercher du boulot et de pas refuser toutes les offres. Et si t'es retraité, bah t'as droit à la même somme, quoi. Alors, je sais pas comment ils ont fait en interne et s'il y a des économistes qui ont chiffré tout ça, mais ça, c'est une grosse inquiétude, effectivement, de l'Union européenne, c'est de savoir quel est le coût de ces projets-là, hein. Quel est le coût de ces mesures. Et nos élites, avec un Z, sont très inquiets du dérapage. Maintenant, dans l'absolu, c'est pas très grave, hein. Tant que l'Italie peut emprunter de l'argent sur les marchés, et si les intérêts montent pas trop, il n'y a pas péril en demeure. Le problème, c'est bien les intérêts. C'est-à-dire que si la BCE s'arrange pour que les intérêts augmentent, l'Italie sera plus n'aura plus les moyens de payer ses intérêts. C'est ça la grosse difficulté. Dernière chose, je sais pas si t'en as parlé, j'ai peut-être zappé. Ils veulent instaurer un salaire horaire minimum. Hein. Il n'y a pas de SMIC en Italie pour l'instant. Hein. Ça, c'est dans leur programme aussi. Ah non, je l'avais pas lu ça. Effectivement, je l'ai pas dit, mais simplement parce que je l'ai pas lu. Donc un horaire minimum. Un salaire minimum. Et pour, en ce qui concerne les projets d'Emmanuel Macron sur la réforme des différentes aides sociales, il veut, par exemple, diminuer les aides sociales si le taux de chômage le permet. Ah non, il y a deux projets. Il y a le projet de Le Maire qui dit si la situation économique continue de s'améliorer, alors qu'elle ne s'améliore pas, hein, ça c'est une blague, mais si elle continue de s'améliorer, il faudra envisager de diminuer les aides au chômage. Alors est-ce que c'est en durée, est-ce que c'est en montant, est-ce que c'est la somme globale parce qu'il y a moins de chômeurs, on ne sait pas. En sachant, anecdote que rigolote, oui et non, c'est qu'il y a quand même, ils ont prévu de licencier au Pôle emploi. Ça, c'est un premier projet. Et le deuxième projet, c'est le projet de Bercy, sur un projet beaucoup plus large, de revoir toutes les aides sociales. Donc il y a d'un côté, c'est le chômage lié à la santé économique de la France potentielle, et de l'autre côté, c'est indépendamment de la santé économique de la France, c'est de revoir à la baisse toutes les aides sociales. C'est deux choses différentes. De toute façon, à mon avis, c'est pas de très bon augure parce que ce sera pour diminuer, comme dans le cadre demandé dans le cadre des GOP, diminuer l'ensemble des aides et diminuer le niveau de vie, hein, tout simplement. C'est diminuer ce qu'on appelle le train de vie de l'État, c'est-à-dire que l'État doit dépenser moins d'argent et dans l'équilibre budgétaire, c'est simple, hein, où on prend plus d'impôts mais on est au taquet, où on dépense moins. Et qu'est-ce qu'on dépense moins, ils vont taper sur la redistribution. Hein. C'est le plus facile. Hein. Je ne sais pas si les gens sont prêts à ça en France. Hein, que les gens soient prêts ou pas, ça changera strictement rien. Les gens ne sont pas prêts à ce qu'on change la SNCF, les gens ne sont pas prêts à ce qu'on augmente l'essence, les gens ne sont pas prêts à ce qu'on augmente les péages. Tout se passe, il n'y a pas de révolution. Alors je trouve quand même que cette semaine, il y a eu quelques petits soubresauts. Vous avez vu qu'il y a des CRS qui se sont fait casser la gueule, en dehors du service, c'est-à-dire que c'est une première quand même, hein, que des gens viennent casser la gueule à des CRS pour se venger, entre guillemets, de l'attitude des CRS par ailleurs. C'est quand même assez délétère comme ambiance. Hein. Mais dans le même temps, les policiers ont fait grève, donc c'est intéressant, parce que si les forces publiques se mettent du côté des citoyens, du peuple, entre guillemets, c'est plutôt bon augure. Oui, mais on est loin du basculement encore. Ouais, on va attendre les réformes. Enfin, à mon avis, ça va pas se mettre tout de suite. Moi, je me souviens d'un concours d'attaché d'administration où le sujet était effectivement comment faciliter le calcul des aides sociales. Calculer l'accès et calculer le montant des aides sociales, le rendre plus facile en fait, pour l'attribuer en fait, hein. Quelque chose comme ça. Je me souviens plus très bien du terme, mais ils font plancher quand même les candidats au concours d'État. C'est assez intéressant. Si on regarde les choses froidement, moi je pense que la France est en situation de faillite. Je ne connais pas l'État, on doit pouvoir le trouver. Hein. L'état du compte courant de la France, hein, vous savez que la France a un compte courant
qui a pas le droit d'être négatif, qui est alimenté par le budget, que la France puisse faire ses dépenses. Et en fait, c'est assez symptomatique de savoir comment se comporte, quelles sont les ressources de la France, parce que, par exemple, la TVA rentre au fur et à mesure de l'année, il y a des moments où il y a des impôts qui rentrent, des moments où il y a des grosses dépenses, voilà. Bon. En sachant que tous les mois, il faut payer les fonctionnaires, et il y a des pics, vers le bas tous les mois. C'est pas possible qu'on soit sous pression fiscale. Quand je dis fiscale, c'est au sens général, tout ce qui est cotisation, tout ce qui est impôts, tout ce qui est taxes et tout ça, et qu'il se passe rien. Je veux dire, les routes sont de plus en plus pourries, l'essence augmente. L'essence, c'est des taxes. Le tabac augmente, le tabac, c'est des taxes. L'hôpital est sous pression, l'université est sous pression. On va diminuer les allocations à des filières universitaires. Donc tout ce qui est redistribution, pas forcément sociale, que ce soit des crédits aux municipalités, tout ça descend. Et d'un côté, les cotisations, toutes les taxes, les cotisations, les impôts augmentent. Donc ça veut dire que l'État ne peut plus gérer sainement son portefeuille, son budget. Je pense qu'on est en faillite. Et donc, ce qui veut dire qu'on va avoir une accélération des mesures, entre guillemets, d'austérité, en sachant que partout dans le monde, on a montré que l'austérité, ça fait diminuer l'économie. C'est-à-dire l'austérité, ça freine l'économie. Mais on continue à dire qu'il faut faire de l'austérité. Et je pense qu'on va morfler. J'ai entendu dire hier ou avant-hier, ou ce matin ou hier, qu'on remettait sur la table l'histoire des 120 000 fonctionnaires qui devaient partir. C'est toujours le cas. Donc on n'en parlait plus depuis quelques mois, ça revient sur le devant. Il y avait des propositions, apparemment elles n'ont pas été retenues, de modification du statut du fonctionnaire. J'ai lu, pareil, il y a quelques temps, pas longtemps, qu'ils ne toucheraient pas au statut du fonctionnaire. Mais on peut imaginer qu'un jour ils soient obligés de toucher au statut du fonctionnaire comme ils vont toucher au statut du cheminot. Il y a des pays où les gens sont fonctionnaires 5 ans. Et au bout de 5 ans, il faut qu'ils partent. Donc pourquoi pas Ils vont le faire petit à petit, Yannick. Oui, je pense. Ils n'ont pas le choix. Je pense que la France n'a plus le choix. Mais l'inconvénient, c'est que la France a une balance commerciale qui est déficitaire. Et dans le même temps, elle doit rapidement baisser ses taxes. Faire de la flat tax, tout simplement. Et je ne sais pas si tu as remarqué, mais alors peut-être que ça rentre dans un autre cadre qui est celui du ministère de la transition et du solidaire, de la transition écologique et solidaire, qui doit aussi se plier à de nouvelles règles, en tout cas de nouvelles contraintes environnementales, qui fait que là ils ont augmenté par exemple énormément la taxe sur les carburants. Ils vont diminuer, par exemple, la vitesse sur les routes. Voilà, ils essayent de trouver des financements différents, mais pour combler les trous, entre guillemets, parce que les services publics, il faut les payer de toute façon. Il faut les financer, du moins. Pour l'instant, mais comme on paye de moins en moins les hôpitaux, on paye de moins en moins les universités et ainsi de suite, ça va devenir... Oui, tout ça, c'est en train de baisser. Enfin, je pense qu'on est sur une pente et on est dans une spirale que les gens ne mesurent pas. Et beaucoup plus grave que ce qu'on nous laisse croire. Et JB Le Maire qui dit, à juste titre, taper sur la redistribution n'a aucun sens car cet argent retourne dans le système. Celui qui est dans le besoin ne spécule pas. Mais alors, je suis désolé, je vais dire une méchanceté, ça n'a pas de sens cette phrase parce que tout l'argent retourne dans le système. L'économie, c'est une boucle, donc que ce soit de la redistribution. Alors, on est d'accord que ça ne sert à rien de taper sur la redistribution, que ce soit la redistribution ou votre salaire, de toute façon, l'argent retourne dans le système, puisque de toute façon, et même si vous spéculez, l'argent est dans le système. Même quand vous spéculez, l'argent est dans le système. L'économie, c'est une boucle. L'économie, c'est une boucle sans fin. Il y a peu d'accumulation, en fait. Comme tu viens de le dire, on a les plus grosses parts de dividendes servies dans le monde, en fait. Donc il y a une captation sur quelques puissants qui, eux, ne dépensent pas tout cet argent. Ça ne retourne pas dans le système. Mais si, ces gens-là dépensent. C'est-à-dire, les gens ne mettent pas leur argent dans la banque. Je veux dire, ces gens-là, ils vont acheter des œuvres d'art, des grosses voitures, des sacs Hermès, ils vont acheter des actions qui vont entrer... je veux dire...
les gens qui ont beaucoup d'argent ne mettent pas des billets dans des coffres. Je veux dire, cet argent, il est remis dans le circuit. Évidemment, pas dans le circuit qui est près de nous, mais il est remis dans le circuit, forcément. Pas forcément en France. Le problème, c'est que c'est de l'argent qui est mondialisé. C'est-à-dire que cet argent ne revient pas forcément en France. Mais en tout cas, il est remis dans le système. Tu sais, quand on parle de l'exode fiscal, pour moi, c'est l'exemple même de l'argent qui ne va pas du tout dans le système et qui ne nourrit pas en fait l'intérêt général. C'est autre chose. Ça, c'est une autre notion. On est d'accord, c'est une autre notion. La notion, j'ai dit qu'il revenait dans le système. J'ai pas dit qu'il revenait dans le système public ou dans le système du bien commun. J'ai dit qu'il revenait dans le système économique. On est d'accord. Ça, c'est une autre notion. Ouais, je vais pas tout à fait dans ton sens. Navré, hein, mais pour ma part, je pense que des gens qui mettent ça sous le matelas. Hein, c'est-à-dire que les bulles spéculatives existent. Il y a 95% de l'économie qui est de l'économie qui ne va pas dans l'économie réelle, on le sait. Donc pour ma part, ça ne retourne pas dans le système, comment dire, réel, le système vraiment utile à la société. Et ça pose problème quand même. Mais il faut définir le mot utile. Hein. C'est compliqué. Hein. Je suis d'accord. Oui, je suis d'accord. L'utilité, oui. Le bien universel, oui, effectivement. Mais il me semble que l'organisation mondiale, l'ONU, commence à mettre en place une définition de ce qu'est le bien public, en fait, le bien universel. Encore faut-il l'appliquer dans différents pays. Tout ça pour dire qu'on est dans une sale situation et que c'est pas en faisant des artifices d'obligations européennes ou d'emprunt d'argent en cotisant et en garantissant de l'argent par de l'argent qu'on va s'en sortir. Le problème est un problème d'équilibre économique international et que tant qu'on bouffera des fraises qui viennent du Maroc et qu'on mettra des t-shirts qui viennent de Chine, eh ben on sera dans le caca. Et il y a Louise Park qui dit que c'est plutôt l'argent public qui part dans les poches des entreprises privées. Oui, mais c'est pas moi ça me gêne. Alors évidemment ça peut être comment dire, ça peut être pas moral, mais quand on va de l'argent dans les entreprises, si c'est pour acheter des machines et pour être plus compétitif, c'est pas dramatique. Si cet argent part directement dans la poche des actionnaires, ça c'est embêtant. Mais voilà, c'est pas le fait que l'argent public aille dans nos entreprises qui est gênant. Sinon il n'y aurait pas Airbus, il n'y aurait pas Ariane, il n'y aurait pas le Concorde n'aurait jamais volé, et ainsi de suite. C'est pas ça qui est gênant. Si cet argent va pour fabriquer des choses, c'est pas très grave. Si cet argent va pour enrichir les actionnaires, c'est très grave. Il n'y a pas de, comment dire, trickle down, je trouve pas le mot en français, désolé, mais la redistributivité, quoi. J'avais une question, Yannick, en ce moment est discutée en Suisse la monnaie pleine. Est-ce que tu as des informations à ce sujet ? Non, j'ai regardé un petit peu le dossier, mais j'ai pas plus d'informations que ça. On avait eu sur Canal Citoyen des discussions sur des méthodes de création monétaire avec différentes capacités. Le problème, c'est comment est-ce qu'on fait du crédit avec cet argent-là. C'est-à-dire que la monnaie pleine, comment... Alors il y a deux façons. C'est ou de l'argent, monnaie pleine au sens, c'est de l'argent créé par l'État pour l'État, avec peu ou pas d'intérêt, mais tout est géré par l'État, ça c'est la première chose. Et deuxième chose, c'est de la création symétrique qui fait que l'argent est créé pour les citoyens et en fonction des citoyens. Ça pose des problèmes théoriques assez difficiles. C'est de l'argent, en fait, si j'ai bien compris, pour les citoyens, mais qui ne peut être capté, gardé dans des coffres, entre guillemets. Enfin, je ne sais plus trop exactement en quoi consiste. Il y a plusieurs notions. Il y a par exemple, il y a des monnaies qui s'érodent. C'est-à-dire des monnaies, vous êtes obligé de l'utiliser parce que si vous la gardez, elle perd de sa valeur et puis au bout d'un certain temps, ça ne coûte plus rien du tout. Donc c'est des monnaies qui doivent circuler. On ne peut pas l'épargner et surtout on ne peut pas spéculer avec puisque ça sert à rien, elle perd de sa valeur au fur et à mesure du temps. Mais il y a plein de notions différentes et chaque monnaie a différentes cumule ou pas différentes notions de ce type-là. Et il y a surtout une notion qui est très compliquée, c'est comment faire du crédit, c'est-à-dire comment faire de la création monétaire, parce que quoi qu'on en dise, la création monétaire, on en a besoin.
Je veux dire, une entreprise qui veut investir pour faire des machines, c'est pas ses ouvriers qui vont lui prêter l'argent. Je veux dire, il faut bien trouver des ressources de création monétaire, alors pas forcément bancaire, mais il faut avoir un mécanisme de création monétaire avec destruction de cette monnaie au fur et à mesure du remboursement. Et dans la plupart des monnaies que j'ai étudiées, des mécanismes de création monétaire, il n'y a pas cette partie-là, et c'est compliqué. Parce que tant que c'est la vie de tous les jours, acheter du pain, ou acheter ses fringues, ou payer son artisan, ça va. Quand il faut faire marcher des chaînes de montage pour des voitures, ou monter une centrale nucléaire ou une éolienne, peu importe, hein, en tout cas, une grosse infrastructure pour laquelle on n'a pas l'argent, comment est-ce qu'on fait? Et les théoriciens de la monnaie à qui j'ai posé la question ne répondent pas. Ou ils veulent pas répondre, ou ils répondent à une autre question. Ouais, c'est quand même d'énormes masses d'argent. Ouais, c'est quand même difficile, quoi. Que faire? Eh ben, c'est compliqué quand même, parce qu'il faut soit une banque publique qui accepte des crédits sur le long terme. Et ça, je ne sais pas si une banque peut se permettre, avoir les reins suffisamment solides pour permettre de gros investissements comme ça, en fait. Non, mais ça peut être une banque dont c'est le métier, hein. C'est une banque d'État, garantie par l'État, et ainsi de suite, et puis c'est son métier. Donc ça peut être une banque d'investissement d'ailleurs. Donc il n'y a pas de problème. Mais encore faut-il que les qualités de la monnaie qu'on a mis en place puissent le permettre. Parce qu'il y a des monnaies, hein, qu'on nous avait présentées là sur Canal Citoyen, c'est pas possible. Hein, les monnaies qui sont créées à la naissance des gens, on leur alloue une somme tous les mois, on alloue aux gens une somme identique tout le mois, de telle façon qu'il y a certaines qualités globales, hein, qualité mathématique, et ainsi de suite. Mais cette méthode-là ne permet pas de faire la création monétaire. Donc on a besoin de création monétaire. Ou alors on stagne, hein, ou alors on avance à très petits pas, et puis voilà, on peut prendre l'option d'avoir une société qui n'avance plus. Hein. Moi, ça ne me dérange pas. Hein. Ouais, c'est vrai que là, on a essayé de pallier en France le problème d'investissement en mettant en place des banques publiques d'investissement, mais ça reste difficile d'aider les entreprises à se développer, en fait, hein, parce que ça demande énormément d'investissement, par exemple, de mettre en place une technologie. C'est incroyable, on a vraiment du mal à défendre notre... Et en plus, il faut défendre nos innovations, et ça, c'est encore autre chose, parce que avec, comment dire, l'ouverture totale enfin, comment dire ça, enfin, on est tellement mondialisé que ça paraît difficile de pouvoir défendre une innovation, quoi. Alors les gens s'en vont, partent dans un autre pays pour trouver des investissements plus intéressants, etc. C'est quand même compliqué, quoi. Oui, c'est très compliqué. Comment dire, l'environnement actuel fait que ça rend... On voudrait que ça soit simple, mais ça rend les choses très compliquées. Alors c'est pareil, faut toujours séparer la macro de la microéconomie. Ça semble plus simple en macroéconomie, puisqu'il n'y a pas les limitations, les barrières, ainsi de suite, mais ça rend les choses insolubles en microéconomie. Ça rend les choses insolubles en microéconomie. Je veux dire, le fait que la Chine fasse des t-shirts et que la France fasse des sacs Hermès, c'est très bien, mais les gens qui travaillent dans les usines de t-shirts en France, eh ben, ils sont au chômage. Voilà, c'est tout. Donc ça, c'est de la microéconomie. Et la macroéconomie, c'est que les pays se spécialisent. C'est bien, mais en microéconomie, on n'a pas ce qu'il faut. JB Le Maire qui dit on n'a pas encore trouvé de banque éthique encore. Bah si, il me semble qu'on a une banque. Attends, rappelle-moi le nom de la banque qui existe et qui est une banque éthique en France. Moi, j'y crois pas aux banques éthiques. Enfin, ça, c'est un autre problème. Il y a, je sais plus, il y a un crédit coopératif de France, un truc comme ça. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, mais enfin, bon, on ne sait pas trop ce qu'elle fait. En fait, le but d'une banque éthique, c'est de ne pas avoir des actifs, d'investir dans des actifs qui sont soit polluants, soit nocifs. Enfin, on ne sait pas trop parce que... Bah oui, mais comme une banque a obligation au sens réglementaire d'acheter des obligations d'État, et si l'État vend des armes, je vois pas où est le côté éthique. Hein. Ouais, c'est compliqué. Bon, bah, j'ai pas vraiment de réaction là ce soir, Yannick. Je pense que j'en ai... Eh ben écoute, on va se coucher tôt. Ok, bah écoutez, restez attentifs à tout ça. Je pense que ça a bougé là. Les choses vont s'exciter un petit peu dans les prochains temps.
Je vous souhaite une bonne soirée s'il vous reste un peu de soirée ou une bonne nuit pour ceux qui vont se coucher. Je vous dis à la semaine prochaine. N'hésitez pas à imprimer et distribuer ipso facto Europa. Je vous dis à bientôt et puis bonne nuit. Salut à tous. Merci Yannick et merci à tous. Bonne soirée. Au revoir. À jeudi prochain.